Denis, on a un problème. Il y a les invitations sur LinkedIn, c'est fini, on peut plus prospecter, on peut plus trouver de clients. Voilà, on sait pas comment faire. En fait, on a réuni nos esprits avec Denis pour le coup et on allait trouver des solutions. On a posé le truc et l'idée là de ce live ensemble, c'est de se prendre justement le temps qu'il faut pour vous faire un petit peu la revue de tout ce qu'on a trouvé, des solutions à la fois court terme et long terme, et de vous permettre d'actionner tout ça le plus rapidement possible. On est parti. Salut Denis, comment ça va? Salut Benoît. Bah, super bien. Écoute, content de faire ce live avec toi. Et bah, c'est vrai qu'on a monté ça un peu rapidement et il y avait plusieurs choses qu'on voulait aborder par rapport à ce sujet, effectivement, des invitations LinkedIn qui a fait un peu, qui est un peu le sujet de la semaine, on va dire, de la semaine dernière et de cette semaine. Donc, on a décidé ensemble, effectivement, de faire plusieurs choses, de montrer des solutions, de montrer des astuces. Et puis surtout ce qu'on va travailler ensemble et ce qu'on va présenter, c'est aussi les bonnes pratiques parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des excès. Et les excès font que du coup, ça sature. On subit tous effectivement ça, même nous-mêmes en tant qu'utilisateurs, parce qu'effectivement, oui, on envoie des invitations et on reçoit des invitations. Et, euh, et en fait, bah, il y a une problématique sur les invitations, et d'ailleurs comme sur les emails, hein, que ce soit invitation LinkedIn ou email, c'est le fait de faire de la masse. Et donc, on va lancer une petite vidéo pour illustrer de manière un peu caricaturale, mais je pense qu'on le subit tous. Et puis, on va expliquer un peu tout ça. Si tu veux bien envoyer la petite vidéo, on enverra plus tard un mail et on mettra d'ailleurs la source des mecs qui ont fait cette vidéo qui est complète et plus longue que ça. C'est des mecs qui sont assez bien dessus. Voilà. Carrément, Vas-y, ça nous Benoît. fera une bonne intro et ça laissera le temps aux gens de venir. On va se laisser jusqu'à 5 avant d'envoyer du lourd. Et on est parti pour la vidéo. Non. Oh. Je déteste ces outils de prospection automatique. J'ai constaté des synergies potentielles dans nos champs de compétences respectifs. Je trouve cela pertinent d'être en connexion dès à présent et pour l'avenir. Oh, c'est quoi? Oh ça, c'est une demande de connection. Tu peux accepter ou refuser. J'accepte. Bonjour, merci de m'accepter dans votre réseau. Je propose des services de SSL et de TIPH pour les CEO de TPE en recherche de ROI. Je suis expert en ATS et en API pour vos plateformes SaaS. Et C'est chiant, comment on annule le truc là? Oh, tu peux le faire via ton profil en le bloquant, mais je te montrerai. Ok, on va faire ça. Hein. Comment? On va faire ça, c'est chiant. Je pense que ça résume le quotidien de pas mal de gens dans l'audience. Vous pouvez nous faire signe pour nous dire dans les commentaires si vous reconnaissez là-dedans. Mais en fait, voilà, l'objectif de LinkedIn, un des objectifs principaux, c'était justement de mettre fin en fait à ces abus. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs années qu'ils combattent justement les invitations de masse, avec là une dernière mesure dont forcément si vous êtes au courant, qui est qu'on ne peut plus envoyer du tout autant d'invitations qu'avant, et on est limité aujourd'hui à environ une centaine par semaine. Le fait est que des solutions ont été trouvées entre-temps. C'est là qu'on voit le génie de certains de certains ingés qui ont trouvé la parade. Mais l'idée, ça va être justement de se projeter en marge de ces solutions sur l'avenir, parce que on dépend tous d'une plateforme avec laquelle il faut broder. Donc l'idée, c'est de jouer le jeu de LinkedIn. Et donc on va vous donner justement avec Denis les bonnes pratiques pour reprendre les bases et pour faire les choses beaucoup plus intelligemment, parce que ça va être le nerf de la guerre pour l'avenir. Ça va être justement ne plus jouer ce jeu de volumétrie, en fait, ce qu'on a vu là dans la vidéo, et ça va être au contraire d'essayer de réduire les volumes et de travailler beaucoup plus intelligemment et beaucoup plus qualitativement, en fait. Voilà. On approche des 5 minutes, là, on est 370 personnes en live. On est pas mal, on est pas mal. Hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Ça sera le dernier petit point de l'intro. On y répondra à la fin du live. On fera un gros fourre-tout. Donc n'hésitez surtout pas à nous les poser en cours de route. Et comme d'habitude, avec Denis, on est disponible sur LinkedIn. Si vous avez des questions, vous pouvez nous taguer dans des posts ou nous envoyer des messages. Il n'y a aucun souci. Mais on est parti. Alors, Denis, on avait prévu un petit plan bien fourni là. Ouais. Je te propose d'entamer. Ouais, en fait, on va attaquer ça. C'est vrai qu'on va voir pas mal de choses très, très diverses entre effectivement les bonnes pratiques,
ce qu'il ne faut plus faire, surtout, on va commencer par ça. Et ça, c'est vraiment un sujet, moi, qui me tient très, très à cœur depuis des années, d'ailleurs. Moi, je suis un grand fan des outils d'automatisation, des workflows, tout ça, je trouve ça effectivement un vrai bonus, un vrai plus. Maintenant, il y a l'usage. Et l'usage qu'on en fait, et de par les outils, moi, je trouve que depuis des années, il y a deux types de comportements. Il y a des gens qui vont utiliser les outils pour bien cibler, faire un bon copywriting et faire de la bonne conversion. Et puis, il y a, comme c'est facile, en fait, d'utiliser les outils maintenant, il y a beaucoup de gens qui les utilisent en masse en disant, bah, tiens, je mets le curseur à fond et je balance. Donc, c'est un peu comme, j'avais une petite métaphore un peu pour illustrer mon propos. C'est un petit peu comme si tu donnais la Ferrari à quelqu'un, tu vois, tu donnes une Ferrari à quelqu'un qui a 16 ans, 17 ans, et puis bah, le mec, il va appuyer sur la pédale et puis il va aller à fond, et puis forcément, au bout d'un moment donné, il va se cracher. Et donc, en fait, il faut savoir utiliser les outils et il faut savoir les utiliser correctement. C'est comme du pilotage d'une Ferrari ou d'une Porsche ou autre, peu importe. Il faut vraiment apprendre, commencer doucement, avancer, avoir des bons taux de conversion. Et ça prend du temps. Et c'est pas juste l'usage d'un outil en mode bourrin. Donc, c'est vrai que dans ce webinaire, dans ce live, on va pas vous monter des trucs de hacking, de black hat, comme on appelle ça, dans le dark web, etc. On va vraiment plutôt se focuser sur un certain nombre d'outils, sur les bonnes pratiques à faire dessus. Moi, je sais que, tu vois, avec l'illustration de la vidéo qu'on a fait, moi, je reçois beaucoup, effectivement, d'invitations LinkedIn et j'utilise une fonction, et c'est comme pour les emails, moi, j'utilise des fonctions, en fait, de spam qu'a mis en place LinkedIn, qu'a mis en place les emails. Dans les emails, c'est assez facile à faire. Dans LinkedIn, c'est plus compliqué. Et donc, c'est vrai que quand on reçoit des invitations en mode bourrin qui saturent, bah, ça peut agacer certains dessus. Et donc, il faut vraiment avoir une bonne écriture. Si on peut montrer peut-être un écran sur mon écran en partage. Là, par exemple, voilà, ce type d'invitation à LinkedIn, bah, clairement, c'est pas des choses à faire, selon moi en tout cas. Et je suis pas sûr que ça convertisse bien. Je sais pas si tout le monde le voit. Tu peux me dire, Benoît? C'est bon, c'est nickel, ouais. Ouais, tu vois. Donc là, c'est le fameux magicien qui me dit je vais vous réaliser vos rêves. Tu demandes et moi je réalise. Ça, c'est l'invitation LinkedIn que le mec m'envoie. Honnêtement, je vois pas l'intérêt de faire ce genre de choses-là. Ça ne sert à rien, ça convertit pas. Et donc, il utilise je sais pas quel outil et peu importe l'outil. C'est l'usage de l'outil qui est important. Et là, ça n'a pas de sens. J'ai une autre personne, par exemple, et pour montrer un autre extrême, où là, je vais avoir ici tout un roman où la personne me parle de sa problématique, son sujet, etc. Et rien qu'en voyant ça en invitation LinkedIn, forcément, j'ai pas du tout envie de lire, de répondre, etc. Donc, c'est vraiment des mauvaises pratiques, c'est des choses à ne pas faire. Et on va parler un petit peu là de tout ce qui va être le ciblage. Le ciblage, c'est vraiment un point extrêmement important quand vous faites du marketing. Et LinkedIn, pour ça, est vraiment très, très bien. Il faut quand même pas oublier que LinkedIn est la meilleure base de données B2B. Donc, s'appuyer sur LinkedIn, c'est une très bonne chose, mais il va falloir utiliser LinkedIn à fond au niveau des capacités qu'a LinkedIn. Il y a beaucoup de ressources, en fait. Il y a beaucoup de choses que les gens n'utilisent pas du tout sur LinkedIn. Je pense, par exemple, à des recherches qu'on appelle des recherches booléennes. On pourra en parler un petit peu plus tard, si tu veux, Benoît. C'est des recherches qui sont fines, sur lesquelles on va faire des exclusions, un peu comme les recherches avancées sur Google, mais les gens n'utilisent pas tellement les recherches avancées sur Google, ils n'utilisent pas suffisamment les recherches avancées sur LinkedIn. Or, en fait, c'est extrêmement important de bien cibler l'individu. Ça sert à rien, et pareil pour faire une petite métaphore, ça sert à rien si tu vends de la viande de super qualité, de cibler des gens qui sont végétariens. Tu vois, donc il y a vraiment, aujourd'hui, on est passé d'une ère, il y a plusieurs années, d'une ère du volume. Je fais de la publicité en masse, je balance partout, etc., à du ciblage. On l'a vécu dans les emails. On a vécu dans les emails de masse. Aujourd'hui, maintenant, tu as beaucoup moins d'emails de masse, même si ça existe toujours. Mais tu as beaucoup plus une bascule sur les emails ciblés du cold email. Donc, tu fais des volumes beaucoup moindres, mais qui convertissent beaucoup plus. Tu vois, les taux d'ouverture sur un email de masse, tu vas être dans les 10%. Les taux d'ouverture sur un cold email bien ciblé, tu vas être dans les 80-90%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas d'arroser la terre. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des bonnes conversions sur ce que tu envoies. Donc, c'est le ciblage. Le ciblage, c'est un élément vraiment très important. Et j'ai fait un article d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur une fonction que j'ai appelée une fonction cachée de LinkedIn, qui te permet, lorsque tu as un nombre des cibles d'entreprise bien déterminées, qui sont vraiment dans ta cible, eh bien, de pouvoir finalement cibler uniquement les gens de ces entreprises-là. Et donc moi, j'ai des demandes parfois de gens qui me disent ouais,
bah, en fait, j'aimerais avoir tous les emails d'une boîte. Et là, tu te dis, mais ça n'a pas de sens, quoi. Tous les emails d'une boîte, si tu prends EDF, tu vas pas avoir tous les emails d'EDF, ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment à chaque fois, et peu importe l'outil, vraiment avoir cette réflexion de ciblage. Donc ça, c'est un point qui pour moi est vraiment une clé de départ pour diminuer le volume et être bien ciblé. Et vraiment, c'est cet usage d'outils en fait qui est important. Clairement, et sachant que on vous enverra on va vous montrer énormément de techniques, on vous enverra justement à chaque fois la ressource qui va bien pour que vous puissiez actionner ça de votre côté. Donc c'est normal, on va pas vous faire une série de tutos approfondis. Là, l'idée c'est justement de vous donner les faisceaux, voilà, les éléments de réponse qui vont vous permettre ensuite de trouver les solutions de votre côté. Moi, ce que je te propose, Nuit, c'est qu'on fasse un petit point, un état des lieux sur l'état d'avancement de la mise à jour, parce que en fait c'est super flou. LinkedIn ne publie rien et ne publiera rien sur le sujet. Donc en fait, c'est vraiment les données qu'on peut récolter à droite et à gauche. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait de la mise à jour au niveau de sa propagation, au niveau des taux, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'arrêté? Ouais, non, en fait, il y a rien d'arrêté. C'est-à-dire que LinkedIn a limité un certain nombre de comptes depuis le début de l'année. Ça a commencé évidemment par les États-Unis. Ils ont déployé ça, ils le déploient au fur et à mesure. Bien évidemment, ils ont une détection des comptes. C'est-à-dire que quand tu as un compte et que tu commences à utiliser les bots, quels qu'ils soient, et quelle soit la solution, de toute manière, tu as un warning qui est allumé chez LinkedIn. C'est-à-dire que par exemple, mon compte, sur lequel j'utilise moi des automatismes, bah forcément, il a un warning par rapport à quelqu'un qui n'en utilise jamais. Après, tu as un warning qui fait que tu es au-dessous du signal d'alarme et donc ça passe. Ce qui s'est passé, c'est que à partir de la semaine dernière, ils ont renforcé, ils ont commencé un peu plus tôt, mais ils ont renforcé ça sur beaucoup plus de comptes. Et tout d'un coup, on a vu beaucoup plus de monde avoir ses comptes bloqués. Et donc, il y a eu un mouvement en fait de gens qui ont dit ah mais je suis bloqué, mais je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Alors donc, ça a commencé avec un petit pourcentage et ça a augmenté pour se déployer de plus en plus. Il semblerait que pour l'instant, ça soit un petit peu restabilisé, que les choses se sont un petit peu calmées dessus. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que même si c'est, pour moi, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, ah, ok, LinkedIn, en ce moment, ils sont sur ce sujet-là. S'ils sont sur ce sujet-là, ça veut dire que à court terme, moyen terme et long terme, de toute manière, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, il va falloir en prendre en compte. C'est-à-dire que, historiquement, par exemple, les outils de scrapping, tu pouvais aller prendre un fichier, faire une sélection et aller scraper 3000, 5000, 10 000 personnes, 50 000 personnes par jour. Tu pouvais même, pour certains qui créaient des faux comptes, LinkedIn, en faire beaucoup plus. C'est comme ça qu'il y a des boîtes qui ont fait même un business là-dessus. Ça s'est calmé à un moment donné, c'est plus possible. C'est devenu extrêmement compliqué et tu ne peux plus le faire. Donc, il y a eu des signaux comme ça que t'envoie LinkedIn et donc, il faut savoir les écouter, il faut savoir anticiper en disant « Ah, ok, du coup, je vais plus pouvoir faire ça ». Il y a eu un moment donné où effectivement, LinkedIn a limité, pour la plupart des temps, le fait d'avoir 100 invitations par jour. Donc, quand tu étais à 100 invitations par jour, tu étais sous le radar, ça passait, tu pouvais le faire, c'était très bien. Là, le signal qui a été envoyé, et il n'y a pas de règle et on ne connaît pas le vrai chiffre et il n'y a pas un chiffre dans l'absolu, et je pense même que chez LinkedIn, il n'y a pas de chiffre dans l'absolu dessus, c'est qu'effectivement, ça s'est vraiment réduit et on s'est approché de quelque chose. Et donc là, nous, on l'a utilisé évidemment comme buzzword, le fait de faire, tu passes de 100 invitations par jour à 100 invitations par semaine. Et ça ressemble un peu à ça. Après, les solutions qui font des envois d'invitation, eux, ils ont des fourchettes en fait par rapport à ça. Ils ont des fourchettes qui vont de 20 à 400, peu importe. Mais il y a des variations en fait en fonction du profil. On a vu qu'il y a des corrélations aussi au niveau, par exemple, du taux d'acceptation, du nombre d'invitations que tu reçois. Et donc en fait, ça va être variable d'un profil à l'autre. Il y a des profils, comme tu l'as dit, qui vont être très très rapidement bloqués au bout de quelques dizaines d'invitations par semaine, et d'autres qui ont un compte, un profil beaucoup plus sain, qui vont pouvoir en envoyer beaucoup plus. Mais on reste dans des ordres de grandeur qui sont très, très, très drastiquement réduits. C'est-à-dire qu'avant, on était autour de 100 par jour, mais on pouvait potentiellement pousser beaucoup plus loin sur un profil, encore une fois, sain. Et donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que vraiment là, en fait, comment je vois le truc aujourd'hui, c'est que peu importe finalement la démocratisation ou pas de cette mise à jour, le fait est que si LinkedIn aujourd'hui agit, sur un pan, en plus on a discuté ensemble de son produit qui n'est pas économiquement
impactant. C'est-à-dire que LinkedIn aujourd'hui, l'automatisation sur LinkedIn, c'est très très marginal aujourd'hui par rapport à la masse d'utilisateurs. Donc, ça n'impacte pas économiquement LinkedIn. La raison pour laquelle il agit, c'est parce que il a ce besoin de satisfaction de ses utilisateurs et en fait, c'est le signe d'un ras-de-bol justement des utilisateurs qui en ont marre de recevoir du contenu pas nécessairement qualitatif et on le voit de plus en plus sur LinkedIn. Tu vas dans le fil d'actualité, un post sur 10, c'est quelqu'un qui râle de se faire prospecter et donc ça témoigne justement de ce rejet en fait. Et donc ça, la nécessité absolue, c'est de s'adapter et c'est pas nécessairement de contourner pour continuer à pérenniser des usages que plus personne ne souhaite et qui se montrent en plus de ça délétères et qui le sont de plus en plus à mesure que le temps passe, mais c'est vraiment de commencer à faire les choses plus intelligemment et donc l'idée maintenant comme on l'a dit, c'est de jouer le jeu en fait. C'est de jouer le jeu, c'est d'arrêter de chercher à envoyer du lourd. On va faire un tour d'horizon justement des différents hacks qui ont déjà été trouvés pour contourner les trucs, mais c'est en fait prendre le contre-pied de ça et c'est se dire ok, LinkedIn et les gens veulent que j'envoie moins d'invitations plus qualitatives, et je vais redoubler de pertinence sur ma segmentation, redoubler de qualité sur mon copywriting, faire en sorte que tout ça se passe le mieux possible. Et pour le coup, chez Scalesia, on forme énormément de boîtes à de la prospection, à l'automatisation intelligente et elles se retrouvent à envoyer une vingtaine, trentaine d'invitations par jour et avec des taux d'activation qui sont absolument incroyables et elles ont même du mal à gérer. Donc c'est pour dire que c'est possible, que c'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème au final. L'important c'est juste à chaque fois de se poser, de se dire ok, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Ouais, mais en fait, tu rejoins complètement le sujet, et c'est ce qu'on avait évoqué ensemble tous les deux, c'est que on voit tous, on constate tous que LinkedIn, en fait, c'est pas mal transformé au cours des derniers mois, et peut-être que la crise du Covid fait que comme les gens restent plus à domicile, du coup, l'aspect réseaux sociaux a pris de l'ampleur. Mais c'est vrai qu'on voit depuis peut-être une année, je pense, le fait que LinkedIn se transforme en quelque chose qui se rapproche parfois plus de Facebook ou de Twitter. Donc on commence à voir, alors que ça existait très peu avant, on commence à avoir des débats politiques, des posts politiques sur LinkedIn, et pour moi ça n'a pas lieu d'être. On voit apparaître des photos de j'ai mon bébé avec plein de gens qui like, on voit le storytelling poussé à un point extrême qui n'apporte aucune valeur, mais qui sont des histoires et qui fonctionnent très très bien parce que c'est des choses qui buzzent en fait, et les réseaux sociaux et le fonctionnement des réseaux sociaux de toute manière vont de plus en plus te pousser en avant quelque chose sur lequel des gens réagissent. Donc c'est ce qu'on évoque aussi quand on parle des médias qui font du putaclic. C'est le même piège en fait sur lequel tu te fais prendre en termes de réseaux sociaux. Et donc quand tu fais réagir les gens sur de l'émotion, on fonctionne tous beaucoup plus à l'émotion qu'à la raison, et donc ça surréagit sur de l'émotion, et c'est le même phénomène. Et donc on voit que dans LinkedIn, alors que LinkedIn en fait ne fait effectivement pas d'argent sur ça. Par contre, là où c'est intéressant, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui soit présent sur LinkedIn, comme tous les réseaux sociaux, et vend des licences de Sales Navigator et des licences pour les recruteurs. Donc c'est l'aspect commercial et l'aspect recrutement. Mais effectivement, on est arrivé à un niveau qui commence à saturer, qui commence à agacer les gens. Et donc ce qui se passe, si tu agaces les gens sur un réseau social, c'est que les gens l'abandonnent. Donc, tu vois, Twitter, à un moment donné, ils ont bien monté, puis à un moment donné, voilà, ils stagnent et c'est compliqué, ils ont toujours des difficultés pour monétiser. Et là, le but, à mon sens, c'est que à force d'envoyer des invitations en masse, d'automatiser des choses en masse et de ne pas faire des choses proprement, il y a plein de remontées qui arrivent sur le fait que ça agace les gens et qu'il y a des gens qui disent ok, j'ai arrêté mon compte Facebook, du coup je vais arrêter mon compte LinkedIn, et en tout cas je n'y vais plus, je laisse mon CV et puis je n'y vais plus. C'est pas du tout l'objectif. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on évoque. C'est pour stabiliser ça, qu'ils réagissent. Après, ils ont intérêt à ce que les gens aient des invitations, ils ont intérêt à ce que les gens communiquent entre eux, à ce que les gens soient présents. Et donc, c'est toujours un système de balancier entre les deux dessus. Je vais répondre à 2-3 petites questions vite fait en même temps. Oui, effectivement, peu importe que ce soit des invitations avec un message ou pas de message, c'est pareil. Et SalesNav, c'est pareil. C'est LinkedIn, en fait. Donc, dans tous les cas de figure, à peu près tout le monde est impacté, quel que soit le type de compte que vous utilisez. Dessus. Et je vois qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire de la publicité aussi. Dans les canaux comme d'hab. Justement, en fait, là, l'idée, c'était de faire un petit tour d'horizon des différentes solutions qui ont été trouvées.
Donc solution potentiellement court terme parce que et pas forcément actionnable à fond d'un point de vue marketing, mais en tout cas comme ça vous les aurez en tête, vous les connaîtrez et à vous de voir derrière ce que vous voulez en faire. Il y avait justement il y avait un hack du côté de Google Contact qui a pas mal tourné. Ça serait intéressant. Moi perso je l'ai pas expérimenté. Je sais pas si toi tu as pu creuser de ton côté si Ouais. Alors moi c'est un hack que je faisais il y a très longtemps. C'est en fait quand tu as un compte LinkedIn et que t'as pas encore beaucoup de contacts dans ton compte LinkedIn, pas beaucoup de réseaux. Du coup, il y a un truc qui est intéressant, c'est de matcher les gens qui sont dans ton réseau avec LinkedIn pour envoyer les invitations. Et donc, ce que tu fais, c'est que si tu as ton compte Google avec tes Google contacts, donc les gens que tu connais, par exemple tes prospects, tes contacts, etc. Eh bien, quand tu crées ton compte LinkedIn ou même après, peu importe, tu peux connecter. Alors, ça marche aussi pour Yahoo, ça marche aussi avec des fichiers. Tu peux connecter les deux. Et du coup, la puissance de l'algo de LinkedIn va aller repérer tes adresses email, les coordonnées des personnes, etc. Il va les matcher dans sa base et du coup, il va te les proposer en termes de profil et ce qui va te permettre d'envoyer des invitations. Et donc, tu peux aussi le faire aujourd'hui. Donc, l'un des premiers réflexes qui a été de réagir par rapport à cette histoire des invitations et des 100, c'est qu'en fait, tu peux aller créer un faux compte Gmail, mettre dedans, importer des Google Contacts, connecter les deux, l'envoyer. La particularité, c'est essentiellement quand même à partir des adresses email perso, parce que LinkedIn, les gens, quand on s'inscrit dans LinkedIn, à part les CEO des boîtes, la plupart des gens vont utiliser une adresse email perso, que tu vas garder d'ailleurs à peu près toute ta vie sur ton compte LinkedIn, parce que comme tu changes de boîte, par définition, ton adresse email pro va changer. Donc, tu crées ton compte, je crois que c'est 70% des comptes LinkedIn sont créés avec une adresse perso. Donc, ça fonctionne à partir des emails perso. On a effectivement donc des gens qui ont relancé ça en utilisant plusieurs outils. Perso, c'est pas complètement quelque chose que je recommanderais, tu vois, parce que moi, je suis vraiment sur le fait de faire des choses clean. Donc, si toi, tu as effectivement, et c'est une bonne pratique, je trouve, lorsque tu as un CRM ou lorsque tu as des contacts et effectivement que tu vas envoyer des invitations, ça fait sens. À partir du moment donné où tu fais ça, tu peux aussi, effectivement, et c'est des choses qui ont été débattues sur les réseaux de gros hackers. De gros hackers, faut oublier le terme de hacking, hein, c'est pas des hackers. Un gros hacker ne veut pas dire hacker. Et donc, des astuces, c'est en gros de dire, OK, si je bloque comme ceci, je vais réutiliser de manière un peu systématisée le fait de connecter et d'injecter dans mon LinkedIn via des contacts de Google Contacts. Donc, il y a Kevin Dufresne, en fait, qui a fait une vidéo avec un tuto là-dessus qui explique comment le faire, comment automatiser avec un outil qui s'appelle Link Helper, mais on peut le faire avec d'autres outils, pour envoyer des invitations et systématiser un peu ceci. Ça a aussi une limite, c'est que LinkedIn aussi te bloque au bout d'un moment donné. C'est-à-dire que quand tu commences à l'utiliser de manière un peu régulière et que tu envoies de plus en plus d'invitations, de toute manière, tu vas aussi à un moment donné atteindre la limite et passer au-dessus du warning de LinkedIn et être bloqué. Donc ça, c'est un hack qui est assez cool. Moi, je trouve qu'il est intéressant pour déjà connecter tes propres réseaux d'amis, ton réseau de connaissances ou professionnels. Mais effectivement, il peut être, entre guillemets, détourné pour y pallier et envoyer plus d'invitations LinkedIn. Après, ça marche aussi avec les numéros de téléphone. Les numéros de téléphone mobile. Donc, tu peux, dans ton Google Contact, si tu as les numéros de téléphone mobile et les emails perso, tu peux connecter et ça va faire le job. Et là, c'est toi qui voulais proposer un hack, qui pour moi est encore un peu plus entre guillemets limite, mais qui marche bien pour trouver les emails avec Google. Ouais. Je te repasse la main, Benoît. Ouais, exactement. Je te laisse les choses sales, t'as vu? De quoi? Je te laisse les choses un peu plus sales. Exactement. Non, mais de toute façon, voilà, c'est que du sale chez Scalesia, mais pour le coup, alors moi je le trouve très intéressant d'un point de vue intellectuel ce hack justement de Google Contact. Pour moi, le seul défaut qui peut être contourné, parce qu'il y a toujours des moyens, mais ça rajoute de la complexité, c'est le fait que oui, on peut envoyer des gros volumes, mais derrière, pas nécessairement qualitatif. Et surtout, là, on le sait, la data est formelle là-dessus, c'est que les activations et les interactions, elles vont se faire sur la durée en envoyant 1, 2, 3, 4 potentiellement relances. Et donc, envoyer simplement une invitation, pas nécessairement accompagnée d'une note, voilà, ça fait vraiment une toute petite partie du job qu'on attend dans le cadre voilà d'une stratégie d'outbound qualitative qui mise sur des relations vraiment approfondies. Et
Donc ça, c'est le petit bémol. Après, comment procéder justement pour ajouter ça? Alors, je sais pas, Kevin, comment il a procédé, mais en tout cas, vous pouvez très facilement très facilement le faire par ici. Voilà. En fait, vous connectez votre adresse email ici, ça va aller récupérer vos contacts, donc votre carnet d'adresse, et ça va mapper tout ça, et ça va vous permettre d'ajouter les bons interlocuteurs, et ça va les ajouter à partir de l'email. Donc, vraisemblablement, s'ils ont une adresse email rattachée, ça va les ajouter. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Mais encore une fois, il faut pas bourriner, quoi, tout simplement. Il faut pas bourriner. Donc là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est justement avec... Pardon. Ouais. Juste avant que tu sautes, Benoît, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question, on peut le faire avec Google Contact, mais on peut aussi envoyer un fichier CSV, faire Yahoo, etc. C'est quand vous allez dans Import, quand vous allez dans vos contacts et Import, vous pouvez le faire, effectivement. Il y a différentes manières de le faire. Après, de toute manière, tu as toujours la limite des 30 000, Benoît, parce que j'ai vu que tu étais à 30 000. Il y a toujours sur le compte. Il y a toujours ces limites-là, mais justement, c'est un aspect qui peut être aussi ça. C'est vrai que une des techniques que Benoît et moi on utilise, on appelle ça du lead magnet, c'est le fait de faire commenter un post. C'est pas pour avoir des gens dans notre réseau, c'est pour pouvoir vous envoyer des invitations, parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Les algos en fait des réseaux sociaux font que plus il y a de réactions, plus un post en fait est diffusé, plus il y a de gens qui le voient. Donc c'est une manière effectivement d'utiliser l'algo dessus. Pardon, je t'ai coupé, mais c'était pour répondre à la question de quelqu'un aussi en passage. Non, mais très pertinent. Et là, alors, j'ai l'impression que j'ai un petit peu amené ça sur LinkedIn, je sais pas, mais en tout cas, tout le monde s'est mis à faire ça un peu en même temps que moi. Je me suis mis à demander aux gens de m'ajouter sur LinkedIn et puis après d'ajouter des gens de mon équipe pour recevoir leur contenu quand je publiais des lead magnets, parce que j'avais atteint la limite des 30 000 des 30 000 relations, donc je ne pouvais plus envoyer d'invitations. Moi, ça fait un petit moment que les invitations sur mon profil c'est mort. Mais oui, il y a un vrai intérêt derrière, parce que vous envoyez un signal positif à LinkedIn, parce que vu que vous recevez des invitations, ça signale à LinkedIn et aux algos qu'il y a de l'attraction sur votre profil, et il sera plus permissif avec vous. En tout cas, moi, ce que j'aimerais qu'on voit là, c'est un petit hack. Alors, c'est pas vraiment un hack, c'est plus une utilisation un petit peu intelligente de Google pour aller retrouver sur LinkedIn des profils qui ont non seulement laissé des mots-clés spécifiques sur leur profil, et qui en plus de ça ont laissé potentiellement une adresse email, un numéro de téléphone. Et l'adresse email, non seulement on va pouvoir s'en servir pour l'ajouter à partir justement de son adresse email, mais en plus de ça, on va pouvoir s'en servir pour le contacter, par exemple via cold email, et ça boucle avec le multicanal dont on va parler tout à l'heure. Mais on va pouvoir l'utiliser parce que vraisemblablement, même si c'est une adresse Gmail, par exemple, le fait qu'il l'ait laissé lui-même sur son profil, et ça ne peut pas être autrement, si le profil, si l'email ressort, c'est que l'interlocuteur, c'est que le profil, voilà, l'a publié sciemment, on va pouvoir l'utiliser. Donc, on va aller pour ça utiliser sur Google ce qu'on appelle des booléens, donc tu as fait référence tout à l'heure. Et en fait, les booléens, c'est quoi? C'est une syntaxe un petit peu spécifique, mais qui nous permet de formuler des requêtes plus ou moins complexes et d'aller retrouver des informations très précises. À savoir que ça fera partie du bundle qu'on vous enverra après coup, après le talk, où vous aurez un cours approfondi sur comment utiliser Google pour générer des leads. Mais en tout cas, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller interroger toutes les pages de profil LinkedIn. Donc pour ça, on va taper un petit link site linkedin.com/in. Là, du coup, ça ne fera ressortir que des pages indexées sous cette URL-là, sous ce domaine-là, et donc des profils LinkedIn. Une fois qu'on est bon, et là, on peut mettre son mot-clé. Donc là, moi, je vous conseille d'utiliser le petit zigzag ici. Donc ça s'appelle un tilde, c'est TILDE ici. Pourquoi? Parce que ça va signaler à LinkedIn de nous faire ressortir le synonyme, le ou les synonymes du mot-clé qui va suivre. Donc là, moi, je vais mettre CEO. OK. Et ensuite, on va mettre un petit end. Donc, pourquoi? Parce que je veux que Google me ressorte des résultats de recherche qui mentionnent à la fois
CEO ou un synonyme et le mot-clé qui va suivre. Donc là, je vais mettre par exemple Paris-France parce que je veux des gens qui sont en région, en capitale. Bim. Ensuite, je mets un autre end. Je veux des gens qui sont dans Internet. Voilà, donc ils mentionnent Internet sur leur profil. Et je vais finir avec la petite cerise sur le gâteau qui est hop, un petit @gmail.com. Pourquoi j'ai mis des guillemets? Tout simplement pour radicaliser la recherche. Donc ça, c'est un autre booléen. Ça va signaler à Google que je ne veux obtenir en résultat que des occurrences à la lettre près de ce qui est contenu dans les guillemets. Et donc là, ça ne me fera ressortir que des résultats de recherche qui mentionnent @gmail.com et donc, logiquement, une adresse email au complet. Je lance ma recherche, bim, et là, ça va être assez rigolo parce que je me retrouve avec des résultats. Donc là, 1230 résultats. Vous êtes bloqué aux 300 premiers résultats. Mais bon, là, c'est pour jouer sur la granularité et la spécificité de vos recherches pour vous rapprocher de ce taux-là. Sinon, vous allez être vite limité. Vous allez passer à côté de beaucoup de résultats. Mais là, on peut voir ici des résultats de recherche avec à chaque fois une adresse Gmail qui ressort. Et on peut le voir ici, c'est des profils qui ont sciemment laissé cette adresse-là pour être contactés. Et chaque résultat, chaque métadescription contient une adresse email d'un CEO, d'un fondateur qu'on va pouvoir utiliser. Donc, très, très pratique. Vous allez pouvoir scraper tout ça avec des outils comme Instant Data Scraper ou Captain Data, par exemple, ou API-Fi qui font ça très, très bien en no-code. Donc, vous n'avez pas à vous embêter avec de la technicité. Ça le fait extrêmement bien. Et mettons qu'on va y aller récupérer, par exemple, des profils LinkedIn avec des numéro de téléphone, et ben tout ce que j'ai à faire, c'est remplacer mon adresse Gmail, mon @gmail.com par un +33. Et c'est la même chose, je me retrouve avec des résultats qui contiennent à chaque fois un petit numéro de téléphone en 06, tout ce qu'on aime, et on peut récupérer tout ça pour faire du call call ou ce que vous voulez. Voilà, donc petit acte très sympa, et vraiment les résultats sont surprenamment qualitatifs. Forcément, il y a un tri à faire, mais c'est assez canon. Alors, en fait, merci Benoît. En complémentaire, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est à partir du moment donné où quelqu'un a mis son profil sur LinkedIn, il faut deux conditions. C'est qu'il faut qu'il ait renseigné les deux informations de contact de mail dans sa fiche de contact, et deux, qu'il ait autorisé à ce que ça soit public. Donc, c'est uniquement pour ça qu'on peut le voir. Donc, la recherche va limiter évidemment aux gens qui n'ont pas de profil public. Il va limiter énormément aussi aux gens qui n'ont pas rempli la fiche contact ou qui l'ont enlevé. Ça, c'est les deux points importants. Et là, on voit bien, parce que la limite des 300, ça veut dire que là encore, et je réinsiste là-dessus, c'est l'hyper-ciblage qui est important. C'est-à-dire que dans ta recherche booléenne, en fait, si tu fais juste CEO, par exemple, et même si tu mets un tilde, effectivement, tu vas être assez limité. Donc, il faut vraiment faire une recherche très, très pointue avec beaucoup de critères dessus pour aller chercher les 300 qui sont les plus pertinents dans ce cas-là. Ok. Ouais. Exactement. Parfait, je regardais. Exactement. Et en fait, là, les booléens, ça nous fait une transition toute trouvée avec un des points qui est Sales Navigator, parce que c'est vraiment là-dessus que tout va se jouer, en fait. Aujourd'hui, on voit énormément beaucoup de gens continuent d'utiliser LinkedIn Search, faute de mieux, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance de Sales Navigator, soit parce qu'ils n'ont pas envie d'investir. Je pense que Sales Navigator en B2B, c'est l'investissement le plus héroïste qu'on puisse faire. Donc, n'hésitez pas à sauter le pas. Prenez votre mois gratuit pour tester, mais on va vous donner les clés pour l'utiliser justement intelligemment, et vous allez voir que ça peut absolument tout changer, quoi. Et c'est là où c'est finalement un petit peu assez fort de la part de LinkedIn. C'est-à-dire que moi, pendant longtemps, je n'utilisais pas Sales Navigator. Tu vois, LinkedIn me suffisait très bien. Et en fait, je me suis rendu compte de la puissance de Sales Navigator, et là où tu peux aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus sur les fonctions cachées de Sales Nav, qui est juste assez ouf, qui vient d'arriver en avril. Et en fait, tu vois, je dirais même pas que c'est un investissement, c'est-à-dire que c'est vraiment obligatoire, tu vois. C'est le prix d'un Sales Navigator par rapport au temps que tu gagnes n'a absolument rien à voir par rapport au fait que tu puisses cibler parfaitement bien, fait que tu vas pouvoir avoir les bonnes personnes, ça va te coûter moins cher dans les différents logiciels que tu vas utiliser derrière, parce que tu vas mieux rentabiliser du fait que tu as un meilleur ciblage. Donc, clairement, c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu smart de la part de LinkedIn, parce que pour bien utiliser LinkedIn, à un moment donné, en B2B, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment passer sur le navigateur et ne pas hésiter sur cet aspect qui n'est même pas un budget, c'est une dépense. Donc oui, quand tu commences ta boîte, que tu es dans les premiers mois, évidemment, tu vas pas passer sur SalesNav parce que tu vas avoir suffisamment de choses à faire sur LinkedIn et à construire. Mais dès que tu commences à être dans un fonctionnement d'entreprise et de prospection et d'acquisition de leads,
là, oui, forcément, à un moment donné, il faut basculer. Il y a des choses qui sont extrêmement puissantes, hein, et je pense que vous en parlez, mais un exemple de choses que tu peux récupérer sur SalesNav qui est très bien, c'est la croissance des salariés, les embauches. Donc, par exemple, ça te donne un indicateur. On peut sur peut-être une montrer boîte. ça. Tu peux peut-être montrer Ouais. ça de ton côté. Pof, je suis même pas sûr que je suis connecté. Hop, C'est bon, c'est bon. je vais 30 secondes. Hop. Je suis en train de le rechercher sur une boîte. Je vais voir les gens. C'est dans les stats. En fait, c'est Ouais. quand je le fais en recherche que je trouve. Ouais, c'est plus en recherche. Bah, en fait, moi, ce que j'aime bien avec Sales Navigator, c'est que ça me permet vraiment de projeter une vision marketing. C'est un outil qui s'appelle Sales Navigator, mais pour moi, c'est un outil marketing parce que ça nous permet de vraiment travailler sur des cohortes, sur des audiences et sur des segments, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que de fait, ça nous permet de créer de la scalabilité dans nos stratégies marketing sur LinkedIn. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et en fait, bah, justement, un des filtres, donc on va en parler des filtres, mais un des filtres, c'est la segmentation par taille d'entreprise, exactement comme tu étais en train de le montrer. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour aller chercher, par exemple, des boîtes en croissance qui ont du budget, quoi. Ah, il y a mieux que ça, en fait. Là, on voit mon écran, SalesNav. Ouais, c'est bon, parfait. Ok, super. Ok, là, sur SalesNav, en fait, quand on fait une recherche un peu avancée, effectivement, je vais me dire, voilà, bah là, je vais faire France. Ok. Ok, je me suis sélectionné la France, donc je suis sur Acompte, hein, il y a lead et Acompte. Donc, je suis sur Acompte pour trouver les boîtes d'abord. Je suis sur Acompte, et ce que j'ai demandé là, c'est la croissance en termes de salariés. Et donc, en fait, ces boîtes-là, celles qui sont ici, en fait, c'est les boîtes qui sont en croissance. Donc ça, et tu peux régler tes paramètres, tu peux utiliser les technologies, ça marche pas, il y a vraiment rien du tout là-dessus, c'est pas intéressant. Mais effectivement, la croissance dessus est vraiment très très intéressante à utiliser par rapport à une tendance sur une entreprise. Tu as plein de choses aussi qui sont très cool. Là, je reviens sur les leads. Lorsque tu fais des recherches, tu peux trouver aussi sur les gens qui sont très actifs, les gens qui ont posté. Donc il y a plein de choses en fait ici qui sont extrêmement pertinentes. Et il faut devenir finalement, je dirais, en gros, un dieu de l'utilisation de la recherche ici sur LinkedIn. S'il y a une de mes recos à faire, c'est vraiment d'investir du temps sur ça, d'explorer, de voir et de regarder par rapport à ses propres problématiques, ses propres sujets, ses propres cibles, comment utiliser au mieux toutes les fonctionnalités qui sont ici. Il y a des limites, bien évidemment, il pourrait améliorer plein de choses pour être encore plus sensible. Et là, on va parler d'un outil tout à l'heure qui était assez cool, que j'ai pas encore testé, mais tu m'as pas mal parlé et plusieurs personnes en parlent en ce moment pour filtrer. Mais tu peux vraiment faire des choses très pointues ici sur les boîtes plus les leads. Voilà. Tu avais même ici, sauf erreur de ma part, tu en avais même un. Voilà, c'est quand on est sur les fichiers qui permet, quand tu exportes, ça te permet de récupérer au cours des 30 derniers jours la croissance de la boîte ou des 80 derniers jours la croissance d'une boîte. Donc, si tu vois, c'est un vrai indicateur parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. C'est simplement si tu as une entreprise qui a eu des nouvelles personnes dans son profil LinkedIn, LinkedIn sait qu'il y a eu plus de monde dans cette boîte. Donc, l'indicateur, il est très viable, il est super pertinent. Et pourriez-vous préciser la relation entre Acompte et lead? Oui. Ça, c'est l'article qu'on va vous faire parvenir. Le hack dont je parlais de la fonction cachée. Je parlais à Pascal, pardon. Ouais, pas de souci. Pas de souci, mais oui, en fait, une recherche de compte, c'est une recherche d'entreprise. Donc, tu vas rechercher des pages d'entreprise et une recherche de lead, tu vas aller chercher des profils. Et en fait, tu l'as très bien dit. Le problème de Sales Navigator, c'est qu'il y a énormément de filtres, mais ils sont pas tous qualitatifs. Et ça, c'est un gros problème parce que ça fait qu'énormément de gens vont se casser les dents en utilisant des filtres qui soit pas à bon escient parce qu'ils ne comprennent pas exactement le fonctionnement derrière, le fonctionnement sous-jacent, soit parce que tout simplement le filtre est éclaté, quoi. Et donc nous chez Skillesia, on a mis au point un protocole qui nous permet de vraiment structurer nos recherches le plus qualitativement possible pour vraiment avoir en général, voilà, notre seuil de tolérance, nous, c'est 5% de résultats un petit peu moins qualifiés et on veut que 95% minimum de nos résultats de recherche correspondent à ce qu'on veut cibler. Et pour ça, en fait, on a mis au point
hop, normalement tu vois mon écran, on a mis au point un protocole, donc on appelle la pyramide des filtres, où en fait on s'est rendu compte que les filtres n'étaient pas égaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, et donc en fait ce qui nous permet de les différencier en termes de qualité et de puissance, c'est leur fonctionnement et c'est la data sur laquelle ils se basent et dont ils font la curation. Le premier, ce qu'on appelle les filtres rigides, c'est les filtres en fait qui incombent à ce que les gens ont renseigné eux-mêmes quand ils ont renseigné le profil. Et ça, c'est très très important de faire le distinguo parce que ça va nous donner la data la plus pure en fait, parce qu'il n'y a aucune ambiguïté possible. Soit quand j'ai renseigné mon profil, j'ai renseigné que j'étais CEO ou directeur innovation par exemple, soit je l'ai pas renseigné. Et donc dans ces cas-là, je ressortirai pas. Et donc en fait, ces filtres-là vont vraiment nous permettre de poser les bases de notre recherche pour avoir de fait des résultats qualitatifs qu'on va pouvoir ensuite affiner avec d'autres filtres qui vont être, eux, un petit peu moins solides, mais vont être excellents en complément. Et donc, en fait, ces filtres-là, ils ne se basent pas sur ce que les gens ont renseigné. Par contre, ils vont se baser sur différents retraitements de données, de l'analyse sémantique, de la recoupe, etc., qui vont permettre à LinkedIn de nous proposer justement ces différentes angulations pour affiner le truc. Et ça, c'est un distinguo que personne ne fait, et pourtant, ça fait absolument toute la différence. Et donc, typiquement, les filtres de base, en fait, les filtres rigides à utiliser en priorité, ça va être le titre, donc le job title, en fait, la fonction. Enfin non, justement, je dis une bêtise parce que le filtre fonction ici, et souvent les gens confondent, le filtre fonction ici, c'est un filtre vraiment pas du tout qualitatif. C'est-à-dire que vous allez demander, voilà, par exemple, c'est ce que je vois tout le temps, c'est ce que je vois tout le temps. Je veux cibler des gens au développement commercial, donc je veux cibler des directeurs commerciaux. Je mets développement commercial et derrière, je comprends pas pourquoi, mais page 3, je me retrouve avec des sophrologues. C'est tout simplement parce que ce filtre-là n'est pas quali. Et donc, en fait, c'est super important de faire le distinguo. On vous enverra évidemment les slides, comme ça, vous pourrez justement jouer avec ça. Mais structurer vos recherches intelligemment, ça va déjà faire toute la différence. Et utiliser aussi des booléens, notamment dans les mots-clés ici, pour affiner tout ça, tout simplement, parce que ça va vous permettre d'aller faire remonter des compétences, des appétences et de contacter des cibles vraiment ciblées. En fait, tout se joue là, en fait. Quand la outbound, et le marketing, c'est la synthèse entre une bonne stratégie, la bonne audience et le bon message. Si vous êtes dysfonctionnel sur un de ces trois plans, c'est là que ça se casse la gueule. Et souvent, sur LinkedIn, les gens sont à la fois dysfonctionnels sur les trois, quoi. Donc, monter en compétence là-dessus et en fait, c'est là que ça va vraiment tout changer. Ouais, je vais reprendre la main sur ce sujet-là, justement, que j'adore aussi. Je veux bien que tu partages mon écran, d'ailleurs, si tu peux, Benoît. Ok, merci. En fait, effectivement, comme je te complète complètement là-dessus, je te rejoins totalement. La fonction, il faut jamais l'utiliser. C'est réellement, on va dire, c'est naze. Il y a des choses très bien, mais ça, c'est naze. Pour répondre à la question sur la technologie, ça peut être des technologies qui sont utilisées sur un site web. Donc, tu peux avoir des entreprises où tu peux savoir qu'ils utilisent Shopify ou PrestaShop ou etc. Mais ça marche pas dans LinkedIn. C'est vraiment, vaut mieux utiliser des outils spécifiques pour faire ça. Du type BuildWeave, DataNice, etc. Il y a plein d'autres outils qui permettent d'avoir les technos. Mais pas dans LinkedIn, ça, on a testé, nous, ça marche vraiment pas. Sur Title aussi, ce que je voulais rajouter, et je voulais le montrer en exemple, tu peux mettre effectivement CEO. Donc, CEO, par définition, il va te proposer aussi ça. Ça, pour le coup, les Title, ils marchent très bien. Donc, tu as current, past, current or past. Donc, il faut toujours mettre le current. Enfin, ça dépend ce que tu recherches, mais en gros, normalement, il faut toujours mettre le current. Donc, tu peux faire ça. Mais tu peux aussi mettre founder. Et ce qu'il faut voir et que beaucoup de gens utilisent pas bien, c'est quand on est dessus, c'est de le mettre en négatif. Parce que c'est pas complètement évident quand tu regardes de dire que tiens, je voudrais ça, mais je veux pas cela. Et en fait, c'est cette fonction-là, c'est ce petit clic-là qui te permet d'avoir des exclusions. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu que cette fonction existait. Et donc, ça, c'est vraiment très utile pour te dire, tiens, je veux tous les chiffres exécutifs, les CEO, mais je vais le faire autrement. Je vais aller me supprimer les adjoints dessus. Donc, c'est vraiment, ça rejoint les booléens dessus qui sont très utiles parce que tu vas aussi pouvoir supprimer des stagiaires, les bras droits, qu'on appelle ça, quand tu fais un mois, là, un an, en travaillant justement et arrêter tes études. Année sabbatique? Non, pas sabbatique quand tu es étudiant. Un échange universitaire, une alternance? Internship, ouais. Ok. Tu peux exclure comme ça. Yes. Voilà,
Et ça c'est super important. Et justement, faut être dans cette optique d'affiner. Et moi, ce que je vous conseille, c'est un truc que personne ne fait pareil. Voilà, césure, alternant. Césure, C'est un merci. truc, Ouais. c'est loin, c'est déjà loin pour moi les études. Mais mais en gros, c'est d'aller vérifier les 2, 3 premières pages de résultats et les 2, 3 dernières. Pourquoi? Parce que c'est Navigator, il est pas bête, il va vous classer les résultats du plus pertinent au moins pertinent. Et en général, une des variables, notamment si vous utilisez des filtres rigides pour structurer votre recherche, ça va être le degré d'utilisation du profil. Donc plus vous allez vous enfoncer dans la recherche et naviguer dans les pages de résultats, plus vous allez tomber sur des profils qui sont moins actifs et qui se connectent pour le coup pas fréquemment, etc. Mais en gros, allez voir ces 2, 3 premières pages, 2, 3 dernières, identifiez les mots-clés que vous ne souhaitez pas. Donc, par exemple, je passe sur un mot-clé, sur un profil où dans le job title, il y a, je sais pas, marketing et je veux pas de gens en marketing. Récupérez ce mot-clé et excluez-le. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'exclure non seulement cet interlocuteur, et en plus de ça, tous les autres qui mentionnent marketing dans leur job title, ça vous permet d'affiner. Faites vraiment ce travail-là, mais passez du temps à bidouiller votre recherche, à checker, parce que ça va faire absolument toute la différence. Et souvent, c'est pourquoi on passe du temps là-dessus, c'est parce qu'on se rend compte que 9 utilisateurs de LinkedIn sur 10, il va un petit peu n'importe comment en fait. C'est vraiment, Ça. je rentre trois filtres, je vérifie à peine et bim, je balance. C'est la pire façon de faire. Et c'est vraiment saccager un des 3 éléments clés justement du marketing, et c'est ça qui souvent pose problème. Et pour répondre à ce problème-là, en fait, il y a un nouveau tool qui est sorti, qui est vraiment vraiment cool et qui est vraiment prometteur parce qu'il est il est encore assez early, mais il est très très efficace. Ça s'appelle EvaBoot, donc on vous met le lien dans le chat de toute façon juste après, mais c'est justement un tool qui va à la fois extraire vos résultats de recherche sur Navigator, donc il vous fait le scraping. Il fait le scraping à votre place, en fait, tout simplement. Et il va s'assurer que chaque résultat match avec l'intégralité des filtres que vous avez inclus dans votre recherche. Donc, vous avez inclus 6 filtres dans votre recherche. Il va faire en sorte que ces 6 filtres soient inclus, bien présents pour chacun des profils, et que la charte, pour le coup, que la charte soit respectée, hein, enfin, le cahier des charges soit respecté. Ouais. Et les profils qui ne matchent pas, il vous les met de côté tout simplement, et ça vous permet d'avoir 100% de résultats archi qualifiés sur lesquels travailler. C'est un énorme gain de temps et c'est un énorme gain d'efficacité. Ouais, ça fait un double check en fait pour s'assurer que LinkedIn a sorti les bons profils. Tout ce qu'on voit là d'ailleurs, hein, tout ce qu'on dit, c'est vraiment le premier point pour nous, c'est le fait de hyper cibler. Donc on va utiliser 2-3 termes à chaque fois sur le hyper. Il y a le hyper ciblé, il y a le hyper personnalisation et il y a effectivement tout ce qui est en termes de rédaction. Et vraiment dans l'investissement, pour moi, il y a 2 choses qui sont en point de départ. Oui, investir, entre guillemets, c'est pas investir, c'est en comptabilité, c'est une dépense sur Sales Navigator. Et 2, c'est investir du temps pour maîtriser les recherches de LinkedIn. Et effectivement, pour ceux qui veulent, ils peuvent en plus sécuriser ça avec EvaBoot, qui va vous permettre de sécuriser, donc de diminuer le nombre de gens que vous allez contacter, mais c'est pile poil les gens qu'il vous faut dans votre cible. Et ça, faut passer du temps vraiment là-dessus. On va peut-être avancer un petit peu parce que je vois qu'il est quand même 48. Ouais, carrément. Et du coup, ce dont je voulais parler, moi, c'était tout l'aspect multicanal. C'est-à-dire qu'en termes de manière de contacter les gens, les invitations LinkedIn, souvent, c'est pas le bon momentum. C'est-à-dire que moi, si je reçois une invitation et c'est pas dans un contexte, c'est rien, etc. En fait, sur LinkedIn, ça marche pour certains, bien évidemment, mais ça pose aussi souci. Donc, une des pratiques que j'ai recommandées déjà il y a un bon petit moment, j'avais fait un article là-dessus, et qui marche plutôt très bien, c'est le fait d'envoyer d'abord des messages en email, du cold email. Donc, c'est des messages qui permettent d'avoir des taux d'ouverture importants. Il n'y en a pas beaucoup envoyés par jour. Les taux d'ouverture, hein, c'est 70, 80, même certains dépassent les 80%. Et à partir du moment donné où la personne a ouvert son message d'email, à ce moment-là, d'envoyer une invitation LinkedIn. Ce qui fait sens, pourquoi? Elle fait sens à 2 endroits. Le premier élément, c'est que si j'envoie un email à Benoît, on va dire qu'il ne me connaît pas, j'envoie un email à Benoît et qu'il a ouvert l'email, puisque j'ai un taux d'ouverture qui est bon, du coup, je vais avoir fait un bon message, et donc il va se souvenir, enfin, il va avoir entendu parler de Drop Contact, de Denis Cohen, etc. Si dans le quart d'heure ou la demi-heure, il reçoit une invitation LinkedIn de Denis Cohen, de Drop Contact, ça fait sens, donc je vais avoir un taux d'acceptation qui va être plus fort. Et ça va m'arranger d'ailleurs pour envoyer plus d'invitations par jour au sens de LinkedIn, puisque j'ai des taux d'acceptation qui sont plus forts. Et ça va contribuer dans l'algo, on en parlera peut-être un tout petit peu derrière. L'autre élément, c'est que quand j'ai envoyé mon email,
Si Benoît n'est pas dans un moment de décision par rapport à Drop Contact, il va pas me répondre par email parce que c'est très engageant de faire une réponse à un commercial par email. En gros, tu sais que derrière, le commercial ne va pas te lâcher. Il va te rappeler, il va vouloir un rendez-vous, etc., ce qui est son boulot et ce qui est normal. Mais toi, tu es un peu trop tôt dans ton funnel de décision et tu as juste une question à poser. Et nous, ce qu'on fait quand on envoie des invitations comme ça dans ce cadre-là sur LinkedIn, on dit salut Benoît, je viens de te faire parvenir un email. Pour mémoire, Drop Contact, fais ci, fais ça. Donc, 2 lignes très simples. Bah, si tu as la moindre interrogation, surtout n'hésite pas de me la poser ici. Et là, l'avantage, c'est que j'ai rajouté un canal de communication, de conversation, pardon, pour rentrer en contact avec Benoît, en tout cas pour proposer à Benoît de rentrer en contact avec moi, en étant un peu sur un mode de chat, de support qui est beaucoup moins engageant. Et là, du coup, nous, on a des réponses du type ah bah tiens, ça tombe bien, je voulais juste savoir est-ce que Drop Contact marche aussi pour les États-Unis. Et là, j'ai commencé la conversation. Et donc, une des bonnes pratiques, c'est effectivement d'envoyer du cold email et ensuite, à l'ouverture de ces messages-là, d'envoyer une invitation LinkedIn. Et là, on arrive sur les outils. Je pense, si tu es d'accord, Benoît, on arrive sur les outils en fait qui permettent de faire du multicanal. Donc, il y en a un certain nombre. On a Lemlist qui a lancé dans une version bêta maintenant. C'est une solution française qui envoie du cold email. Et maintenant, ils ont intégré la possibilité de faire du multicanal. Il y a Phantom Buster qui permet effectivement avec plusieurs API de pouvoir effectivement envoyer des invitations, de se connecter à Lemlist, de faire plein de choses. Il y a Captain Data aussi qui est sur le marché. Donc ça, c'est des boîtes françaises, ces trois-là. Ouais. Vous avez aussi en parallèle le Link Helper, DuckSoup et Merci Alfred qui sont des extensions et des applications qui sont étrangères qui vont permettre de faire du multicanal plus ou moins selon les solutions. Donc ça, voilà, on va vous envoyer la liste de ces outils. Et on a 2 outils en fait qui sont deux solutions françaises qui permettent d'envoyer des invitations et de faire du multicanal. Et ceux-là sont un petit peu plus intéressants sur le sujet qu'on a aujourd'hui. Et donc là, je parle de Wallaxy. Donc Wallaxy, c'est une évolution de Prospecting. Prospecting, une solution qui permet d'envoyer, de faire des workflows sur LinkedIn, d'envoyer des invitations, etc. Et Prospecting a mis en place, et là, c'est sorti en bêta. Ça s'appelle Wallaxy. Ça permet de faire du multicanal. Donc justement, de pouvoir envoyer des invitations des calls d'email et des invitations LinkedIn dans le sens que l'on veut, de faire les programmes qu'on veut, les workflows qu'on veut. Et il y a aussi une autre solution française qui s'appelle la Growth Machine. Qui est une solution SaaS aussi, qui permet effectivement d'enchaîner des workflows dans le sens qu'on veut, etc. Ce sont 2 solutions qui sont vraiment très à la pointe sur ces choses-là, parce qu'elles permettent de tout faire aussi directement à l'intérieur, comme Lemlist, qui permet aussi de le faire à l'intérieur. Mais Wallaxy et la Growth Machine, en fait, ont beaucoup travaillé effectivement sur l'aspect de la limitation des 100. Et ils ont tous les deux à peu près en même temps d'ailleurs, donc je pense qu'il y a une bonne compète entre deux et donc ça c'est sympa d'avoir une émulation comme ça et en plus quand c'est les boîtes françaises c'est quand même assez cool de temps en temps. Je suis pas très cocorico mais de temps en temps je trouve ça assez cool de faire un peu de cocorico. Tous les deux ont réussi à contourner en fait cette limitation de 100 invitations par semaine. La Growth Machine, en fait l'équipe de Brice, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils savent le faire sans avoir aucune limitation quasiment d'un nombre d'invitations par jour. Par contre, de manière éthique, ils le bloquent, ils mettent un maximum. Donc, par défaut, il y a un nombre qui est mis qui doit être 100, mais ils recommandent de faire moins. Et oui, il faut faire moins. Le but n'est toujours pas faire de beaucoup plus, mais de faire beaucoup moins, mais beaucoup mieux. Et Wallaxy aussi ont réussi à contourner aussi cette contrainte des 100. Donc, c'est vrai que pour les gens qui sont sur Prospecting, qui peuvent rencontrer le problème, après, je sais pas, vous voyez directement avec le Prospecting Wallaxy. Et c'est vrai que c'est un bon moment aussi de faire la bascule pour prendre un abonnement Wallaxy et de rentrer dans la bêta. Parce que c'est aussi très prometteur. Donc, ces 2 solutions-là sont très prometteurs. Peut-être que tu veux rajouter des choses, Benoît. Toi, tu connais pas mal Wallaxy aussi. Et toi, en fait, ils sont en bêta et là, en fait, il reste justement que quelques semaines. Je crois qu'il reste 1 ou 2 semaines là de bêta, donc c'est le moment d'y aller parce qu'après, ça passera en paid. Mais en fait, là, ils ont effectivement poncé le sujet et de ce que je sais, c'est qu'ils ont effectivement trouvé la solution pour, des solutions, parce qu'ils ont trouvé plusieurs failles pour continuer d'envoyer des invitations avec des taux vraisemblablement similaires à ce qu'il y avait auparavant. Ça veut pas dire qu'il faut continuer de bourriner comme avant et personne le recommande et nous les premiers, mais en tout cas techniquement ça va continuer pendant un petit moment vraisemblablement d'être possible et avec plein d'autres petites failles parce que ça forcément ça les a mis sous pression, ça a mis tout le monde sous pression et donc ils ont fait du zèle et ils ont même trouvé d'autres petites nouveautés sympas bien croustillantes comme par
par exemple, envoyer des messages privés, des DM, sans être connecté avec la personne, un peu comme un email en fait, on va pouvoir chatter avec des gens avec qui on n'est pas connecté. Donc ça, ils nous ont dit que ça arrivait d'ici peu sur Wallaxy, mais ça peut être effectivement intéressant. L'idée, encore une fois, c'est toujours de tester. Là, on vous fait la curation de ce qui se fait actuellement. On n'est pas là, c'est pas une recommandation qu'on vous fait, mais voilà, c'est pour vous dire que on va pouvoir continuer d'envoyer des invitations, mais la tendance, les signaux, comme on l'a dit en début de talk, sont pas ouverts et ça va être amené potentiellement à changer. Et demain, il suffit que LinkedIn décide de fermer complètement les vannes en sortant une nouvelle mise à jour et une nouvelle série de restrictions et c'est fini. Et c'est pour ça qu'il faut, et c'est là-dessus qu'on va finir le talk, il faut vraiment préparer le terrain et mettre en place une stratégie long terme qui va vous permettre d'être résilient. Parce que si vous reposez exclusivement sur la prospection à forte volumétrie, il y a très forte chance que demain vous retrouviez un petit peu dans le pétrin, quoi. Donc justement, l'idée, c'était de vous apporter des petits éléments de réponse, à savoir qu'on vous enverra la curation de tous les outils, tout ce qu'on a mentionné là, les articles, etc. On vous envoie ça par email à la fin du talk. Hein. C'est Denis qui va s'en charger. Donc attendez le mail de Denis, mais vous aurez tout ça. Donc vous embêtez pas à faire des captures d'écran, à prendre des notes. On s'occupe de tout. Mais le dernier petit point dont on voudrait parler, c'est justement des solutions qui vont être pérennes sur la durée et qui vous permettront d'avoir des résultats, de maximiser vos résultats et d'avoir même d'encore meilleurs résultats qu'avant. Et donc, on va vous donner des petites opportunités, des petits quick wins et en même temps des trucs un petit peu plus long terme qui vont vous permettre de tout casser. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, justement, je voulais rentrer un peu sur ce sujet-là. Ouais. Le sujet qui va être important, c'est de se démarquer en fait dans l'écriture de ces messages, quels qu'ils soient, que ce soit de l'email, que ça soit du LinkedIn, etc. Souvent, moi, quand j'ai des gens qui me demandent des conseils, par exemple sur du cold email, ils me disent oui, c'est quoi le meilleur template, c'est quoi les meilleures recommandations pour envoyer les objets d'email et le texte des emails. Et en fait, dessus, systématiquement, moi, j'ai un gros sujet, c'est la meilleure recommandation, c'est d'écouter surtout aucune recommandation. C'est-à-dire que c'est très bien de voir des templates, des machins, etc., mais il faut tout mettre à la poubelle parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut, au niveau commercial ou au niveau CEO, vendre son produit. Donc, c'est à vous-même, à un moment donné, et ça, c'est un gros investissement aussi. Donc, il y a l'investissement de comprendre la recherche et de faire des recherches très ciblées et l'investissement de savoir rédiger et de faire des messages qui sont percutants et qui mettent en valeur et qui éveillent la curiosité des gens pour qu'ils veulent en savoir plus et qui viennent chercher de l'information. Et à ce point-là, il y a un deuxième point aussi qui rejoint complètement cet aspect de copywriting, c'est de faire des choses qui sont hyper personnalisées. Et là, effectivement, on a quelques solutions. Moi, je voulais en parler de deux, je te laisserai la troisième parce que toi, tu la connais plus que moi. Mais je voulais parler de Uclick. Uclick est une solution qui va te permettre de faire de l'hyper personnalisation de tes messages LinkedIn. Donc, c'est très, très smart. Hein, c'est UCLIC. On l'enverra parce que je vois qu'il n'y a pas trop de temps. Donc, montre mon écran. Ah bah si tu l'as, c'est parfait. Donc ça, c'est assez cool aussi pour personnaliser ces messages en termes de prospection sur LinkedIn. Si tu veux descendre un peu, je crois qu'il y a une vie. Et voilà. Donc tu vas avoir un message qui va être un petit peu plus personnalisé, qui va être assez cool et qui va se démarquer un peu de la masse parce que l'idée, c'est aussi non pas de faire des messages en masse, mais de faire des messages vraiment personnalisés et puis qui ressortent du lot dessus. Et il y a une autre solution qui est passée dernièrement que je trouve aussi très très cool. Là, c'est pas pour faire de la masse non plus, mais c'est SendPotion. Si tu peux montrer peut-être. Ouais. Ça, c'est assez cool parce que ça vous permet de partager une vidéo. Donc, vous faites une vidéo personnalisée et ça peut s'envoyer en message par email et ça permet aussi d'envoyer en message sur LinkedIn. Donc, en gros, au lieu de répondre par de l'écrit, vous pouvez répondre ou prospecter en envoyant une petite vidéo un peu smart, adaptée. Et c'est assez cool parce que forcément, les gens vont s'arrêter dessus. C'est vrai qu'on est à l'époque comme on disait tout à l'heure, de l'émotion, du storytelling et de la personnalisation. Et le fait de voir un visage, quelqu'un qui s'exprime, etc., donne un côté très sympathique dans la relation et un début de relation qui est très humain. Nous, par exemple, on a Léa chez nous qui est sales, notre sales senior. Dans ses signatures, c'est un GIF. C'est pas une photo, mais c'est un GIF en fait qu'on envoie et ça donne un côté très sympathique
d'entrée de jeu, quelqu'un qu'on connaît pas, on a un gif, quelque chose qui est un peu animé, qui est humain, qui a un visage, etc. Ça donne déjà des bons points sur le fait d'avoir envie de répondre, en tout cas d'éveiller la curiosité, de sortir de la masse du template qui est bonjour, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, nous avons beaucoup de choses en commun, ça serait bien qu'on soit en contact, ce qui n'a aucun intérêt, à part augmenter son nombre de personnes sur son réseau LinkedIn, mais qui ne sert à rien, à part se dire bah, le mien et j'ai un plus grand nombre, mais on s'en fiche complètement, ça n'a aucun but, donc il faut surtout pas faire ça. Voilà, et donc passez du temps sur vos promesses, sur éveiller la curiosité, sur toute cette écriture-là, et tester éventuellement les outils. Et comme je le répète souvent, les outils, c'est juste des supports, c'est des manières de faire, mais c'est la stratégie, le ciblage et le message qui sont vraiment importants. Je vais te laisser Exactement. peut-être, tu veux rebondir là-dessus. Et bah justement en fait ça me permet de faire le pont avec un des trucs qui est le plus enfin et le moins utilisé en fait sur LinkedIn, et pourtant c'est incroyable le taux de réponse, le taux de retour qu'on peut avoir avec cet outil, c'est les vocals. Et si vous allez donc c'est disponible que sur l'application mobile, mais allez dans votre application mobile, allez dans la messagerie sur LinkedIn qui est affreuse. Désolé pour ça, mais vous allez pouvoir enregistrer des messages vocaux qui vont s'envoyer exactement comme sur WhatsApp ou sur Messenger en fait. Et c'est absolument incroyable. C'est impossible pour votre interlocuteur de ne pas écouter, de ne pas nécessairement répondre si le message est intéressant, pour le coup, s'il est pertinent, de ne pas vous répondre. Et ça, c'est vraiment un truc que je vous conseille d'utiliser. Ciblez à fond vos invitations, ciblez vraiment à fond vos audiences. Et pour ceux qui vous acceptent, prenez quelques dizaines de secondes pour envoyer une petite invitation bien rédigée que vous allez enregistrer. Ça ne scale pas, mais en tout cas, c'est extrêmement qualitatif. Et je sais d'ailleurs que Wallaxy sont en train de travailler là-dessus pour automatiser ce travail-là, automatiser l'envoi de vocals. Et ça peut vraiment tout changer parce que personne ne l'utilise. Et là, donc là, vous avez une opportunité qui est très low-tech et qui est très, très pertinente. Et donc maintenant, très très rapidement, comment vous assurez de rédiger des messages qui vont porter leurs fruits? Pareil, ça s'invente pas. Il y a de la méthodologie, il y a de la réflexion. Et donc pour ce faire, je vais vous montrer rapidement. Hop là, nous, notre protocole, le protocole qui nous permet, vraiment, je vais faire ça en 3 minutes, je vais m'y atteler, qui nous permet de rédiger des messages et des campagnes, parce que on réfléchit en campagne, qui ont toutes les chances d'actionner. Il y a 6 éléments que vous devez respecter. Donc ça, on appelle ça la formule VS4C chez nous. Mais il y a 6 éléments clés que vous devez respecter absolument. Le premier, c'est de la valeur. Votre interlocuteur, il répondra à de la valeur. Une relation business, c'est un échange de valeur. Donc votre audience, c'est la première chose qu'elle va se demander, c'est quelle valeur je retiens de cet interlocuteur. Ça nécessite que vous optimisiez correctement votre profil pour aussi lui signifier ça. Ensuite, la sincérité. Il faut que vous soyez dans une démarche altruiste et que vous envoyez des messages qui vous ressemblent. Il faut que vous soyez clair et intelligible, donc évitez le jargon, ou en tout cas utilisez le jargon de votre interlocuteur. Il faut que vous soyez concis. Un message sur LinkedIn qui a toutes les chances d'activer, c'est environ 300 caractères, c'est très très court. Il faut que ça soit bien ciblé, ça on en a déjà assez parlé, et il faut que vous inspiriez la confiance. Donc pareil, il faut que vous envoyez un maximum de points d'autorité, que vous inspiriez justement cette confiance autant que faire se peut avec votre profil et avec la qualité de votre message. Maintenant, votre message, comment le structurer? Il y a 4 éléments. Donc, on va se baser sur le framework AIDA. Donc, on va attirer d'abord l'attention. Ensuite, on va faire naître l'intérêt. On va créer le désir. Et enfin, on va appeler à une action précise. Et nous, en fait, on le met en surcouche avec un framework de notre conception qui s'appelle le CPSC, qui est que d'abord, on va poser le contexte, parce que l'interlocuteur, il vous connaît pas, donc il faut qu'il sache pourquoi vous le contactez, par quels moyens, etc. Ça fonctionne extrêmement bien pour le cold email aussi. Ensuite, il faut qu'il sache à quel problème de quel problème on parle, quelle est la solution. Donc, il faut que là, vous apportiez votre proposition de valeur et vous lui permettiez de se projeter. Et à la fin, le call to action, que vous l'invitiez à une action précise, idéalement par une question ouverte et adaptée à son niveau d'engagement. Donc, faut pas y aller trop fort au début. Et un exemple de message, moi, voilà, c'est un exemple, c'est surtout pas un template, mais un exemple de campagne qui a extrêmement bien marché. On avait envoyé une note d'invitation vide, donc on avait envoyé une invitation comme ça, vierge, telle quelle. 8 heures plus tard, après acceptation, on avait suivi avec un petit truc très très court. Donc on est autour de 300 caractères là, c'est très court. Bonjour prénom, ravi de cette connexion. Je prends contact avec vous car je souhaite en apprendre plus sur la façon dont l'entreprise trouve ses apprenants. Donc là, on s'adressait à des dirigeants d'organismes de formation, c'était très très ciblé. Et là, avec cette question,
on contextualise et en plus de ça, on lui fait penser à la problématique qu'on va adresser. Donc là, il y pense et là, on lui apporte une solution. Nous avons développé une technologie qui aide les organismes de formation à se positionner tout en haut des recherches Mon compte formation pour capter un maximum des demandes. Entre parenthèses, vaste sujet, donc on agite la difficulté. On en discute, on finit par le call to action. Petite relance très courte derrière. Bonjour prénom, mon invitation tient toujours. Très court. Franchement, ça marche très très bien. Et dernier message, il n'y a pas besoin de faire plus. Bonjour prénom, voici un peu plus d'informations sur la façon dont nous aidons les OF à remplir leur session avec le petit lien. Et on réitère la proposition de valeur. Je suis toujours disponible pour en discuter et aider l'entreprise à en faire de même. Que dites-vous d'échanger en début de semaine prochaine? À vous lire. Sur cette campagne, on a eu 67% d'acceptation et on a eu 55% de réponses. Donc, c'est pour vous montrer que vous pouvez et vous devez faire extrêmement simple et concis sur LinkedIn. Et si vous ciblez bien vos messages, vos audiences et que vous leur adressez un message pertinent qui leur permet de se projeter, là, vous avez tout gagné, quoi. Ouais, merci Benoît. Et du coup, en fait, ça rejoint ça, c'est vraiment le style même d'écriture, tu vois, doit vraiment dépendre de ta cible, de ton marché, etc. Tu vois, il y a des cibles où tu vas tutoyer les gens, envoyer des emojis dans tous les sens, des gifs et ça passe très bien. Il y a des cibles, c'est pas du tout le cas. Mais dans tous les contextes essentiels, il faut pas envoyer d'emails en HTML, il faut envoyer des emails qui soient courts, qui soient simples, et même des messages LinkedIn. On l'a montré, hein, quand je l'ai montré tout à l'heure, on était sur un message, une invitation LinkedIn qui était un roman. Il faut pas, c'est vraiment pas cette approche qu'il faut avoir. Il faut vraiment tester, itérer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est important au début. C'est j'en vois pas beaucoup, je regarde ce que ça donne, je me suis trompé, je me repose, je recommence. Il y a vraiment un travail d'itération qui est important à faire dans l'écriture de ces messages et puis prendre du recul surtout. Prendre du recul et peut-être un point complémentaire avant qu'on passe je sais pas si tu voulais rajouter des choses, nos questions, toujours se mettre dans la peau de sa cible. C'est vrai qu'on a tous en fait tendance à dire voilà, mon produit il est trop génial, je fais ci, je fais ça, etc. On dévoile des choses et on pense en tant qu'émetteur, mais on pense pas en tant que la personne qui va recevoir. Et c'est vraiment important de faire cet exercice intellectuel qui est pas évident, hein, très clairement, dessus. Mais voilà, c'est un point qui est important. Est-ce que tu voulais rajouter des choses ou tu voulais qu'on passe aux questions-réponses peut-être, Benoît? Non, on est très bien là, mais effectivement, le copywriting, l'audience, ça se teste. Donc moi, ce que je recommande en général, c'est de tester sur des audiences de 150 à 200 personnes idéalement. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche de quelque chose qui est statistiquement viable. Après, c'est à vous de voir par rapport à la taille de votre marché. Mais si vous êtes à l'étroit avec 150, 200 personnes, c'est peut-être un problème de positionnement. Mais bon, ça, on s'attaque à des sujets plus profonds. Et dernier point, là, on va pas avoir le temps d'approfondir, mais LinkedIn, vous en tirerez le maximum de résultats si vous jouez à 100% le jeu de la plateforme. Ça, c'est une des règles justement sur les réseaux sociaux et en marketing, c'est quand vous jetez votre dévolu sur un canal, poncez-le à fond. Et idem, voilà, demain vous allez sur YouTube, jouez le jeu, allez vous engager sur d'autres vidéos, etc. Et faites des partenariats, montrez-vous sur d'autres chaînes, et ainsi de suite. C'est exactement la même chose. Un profil qui performe, c'est un profil qui, en plus de ça, va apporter de la valeur en publiant du contenu de qualité, qui s'adresse à son audience, qui va s'engager sur les profils des autres et qui, en fait, tout simplement, joue le jeu, en fait, comme j'ai commencé à le dire. Et ouais, dis-moi. Ouais, il y a peut-être une limite quand même, parce qu'effectivement, tu peux avoir des profils qui vont être, qui vont vraiment performer, mais par contre, qui vont pas te délivrer, tu vois, qui sont plus dans le buzz dessus. Et voilà, donc ça peut être aussi la limite dans certains profils, parce qu'effectivement, c'est le principe de LinkedIn, hein, que les gens interagissent. Mais oui, délivrer de la valeur, en tout cas, essayer de délivrer de la valeur, du contenu, des choses qui intéressent vos cibles. Et ça permet d'avoir sa réputation, de pouvoir rentrer en interaction et d'être toujours dans cette relation de réseaux sociaux et donc de pouvoir échanger avec les gens directement. C'est ça. Mais en plus, et là, l'opportunité derrière, c'est qu'il y a une petite faille. C'est même pas une faille, en fait, c'est LinkedIn qui fonctionne comme ça. C'est que quand vous vous connectez avec quelqu'un, l'algorithme va quasiment automatiquement pousser son contenu, votre contenu dans son fil d'actualité pendant 2-3 semaines pour voir s'il interagit avec, en fait. Et donc, vous, l'opportunité, c'est que vous allez pouvoir faire de l'ultra ciblage en invitant des personnes très très qualifiées et ensuite en les nourrissant pendant les 2-3 semaines qui suivent l'acceptation avec du contenu de qualité ultra spécifique, ultra expert autour de votre problématique pour lui apporter de la valeur. Et une automatisation très simple que vous pouvez faire avec Wallaxy ou Prospecting ou ce que vous voulez, c'est
ajouter votre interlocuteur, lui envoyer une invitation, attendre environ 10 jours, 2 semaines après acceptation, post-acceptation, lui envoyer votre premier message à l'issue de ce délai-là, ce qui fait que pendant nécessairement 2 semaines, il aura vu passer plusieurs de vos contenus, il aura reçu de la valeur et il sera ultra chaud au moment où vous lui enverrez votre premier message. Et là, vous avez toutes les chances d'avoir un super taux de retour. Ça demande un travail éditorial, mais c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats sur la durée. C'est de mélanger justement cette approche à la fois outbound et inbound, quoi. Je propose qu'on passe aux questions-réponses, non? Bah ouais, là, on est très bien, là. Parfait. Est-ce que tu avais des questions que tu voulais adresser? Il y avait quelqu'un qui avait posé la question sur le B2B, sur les sites B2B. Non, ça n'existe pas. En tout cas, j'ai jamais trouvé, que ce soit sur Sellnav ou n'importe quoi, j'ai jamais trouvé une solution qui me permette de savoir si une entreprise fait du B2B ou du B2C. Ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Tu peux jouer sur le secteur d'activité ou tu peux jouer aussi sur le mot-clé. Donc, si tu vas dans ta recherche de compte, tu sais, tu vas dans mots-clés et là, tu peux éventuellement jouer sur le champ sémantique. Par exemple, une boîte qui va mentionner un truc très, très précis, genre, je sais pas, DevOps, tu vois. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. C'est une boîte qui nécessairement fait du B2B parce qu'elle va pas aller faire du DevOps pour des particuliers, tu vois. Donc, tu peux jouer sur champ sémantique, mais t'as pas de filtres précisément qui vont te permettre de savoir si c'est une boîte B2C ou B2B. Ouais, moi, je trouve ça compliqué, peu précis, en tout cas dans les expérimentations que j'ai fait. J'ai pas trouvé, en tout cas, le Graal sur ce sujet-là. Il y a un truc qui est qui peut te permettre d'aller un petit peu vite. C'est sur Buildweave. Ils ont un outil qui te permet, en fait, de mettre une liste de sites web. Et en fait, tu as un écran où tu visualises les sites web et tu peux valider si c'est bon, pas bon. Donc, en allant très vite, tu peux prendre une petite main qui te fait ça, qui regarde un site web, qui lit sur le site web et qui voit si c'est B2B, B2C. Je vais voir si j'arrive à le trouver en 2 secondes. Pendant que tu réponds à une autre question. Si tu peux en couper une autre. Alors Théo qui demandait s'il existait un outil pour envoyer des vocals en auto. Pour l'instant non, mais je sais que Wallaxy sont en train de trouver la solution de leur côté. J'imagine que d'autres sont en train de poncer le truc aussi. Donc je pense que ça ne saurait tarder. Après ça fait un petit moment qu'on en parle. C'est assez compliqué parce qu'il faut passer par. C'est pas disponible sur desktop, donc c'est disponible que sur une appli smartphone. Donc je pense que ça rajoute pas mal de technicité. Et si tu peux partager mon écran. Yes. Du coup, j'ai trouvé sur Buildweave, c'est dans les tools, là. Donc, ça te permet, tu vois, tu rentres une liste, on voit mon écran, ouais. Tu rentres une liste de liens de sites web. Et du coup, tu as ici la vision du site. Et là, à droite, tu as un élément pour mettre que c'est un lead, c'est un junk, revenir en arrière ou sortir. Et donc, ça te permet d'aller au kilomètre. Tu vois, tu as un site, paf, suivant, c'est un lead, c'est un junk, c'est un lead, c'est un junk. Et donc, tu dépotes, en fait, très rapidement comme ça, dessus. Ça te permet de qualifier de là en masse et rapidement les éléments. Et du coup, tu récupères on va avancer. Tu vois, regarde, ça, c'est un lead. Ça, c'est pas un lead. Donc, tu peux te dire, ça, c'est B2B, ça, c'est pas type B2B. Et tu peux faire ça par une petite main qui va te faire gagner du temps et te permettre de cibler. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Philippe qui demande, hop. Ouais. Est-ce que si l'on fait de l'envoi d'invite auto, est-ce que nos posts classiques sont freinés dans la diffusion sur le fil de nos réseaux à cause d'un mauvais ranking? Alors là, ça va avoir attrait avec si ça impacte négativement ton SSI, donc ton Social Selling Index, ça peut effectivement avoir un impact derrière sur la qualité sur la qualité de ta portée. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un travail de fond. Voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, si tu t'assures de contacter les bonnes personnes, de créer des relations de qualité et de publier du contenu de qualité, peu importe si sur quelques semaines, au début, ou même voilà, peu importe en fait les aléas d'une potentielle baisse de performance. En fait, l'important c'est d'être sur une pente ascendante et c'est l'itération, c'est la répétition et c'est l'exécution sur le long terme qui portera ses fruits en fait. Donc, te prends pas trop la tête, fais les choses intelligemment, pose le truc et tu verras que quoi qu'il arrive en fait, tu progresseras. Moi, je pense que j'ai pas le sentiment que ça fasse grand chose. En tout cas, j'ai pas eu de retour là-dessus. Et j'en ai pas eu moi-même. Et puis à un moment donné, je pense que l'essentiel, c'est pas de se faire des nœuds sur les choses qui peuvent ne pas marcher, mais c'est plutôt effectivement passer du temps et de faire ce que j'aime bien ma phrase, moi, de mon jus de cerveau, de faire du jus de cerveau sur justement bien cibler, réfléchir à qui je cible, pourquoi, comment,
et tout le texte et toute ma stratégie par rapport à ça. Faites pas des usines à gaz, surtout pas au début. Il y a tellement de matière qu'il faut vraiment faire des trucs qui marchent, qui sont simples, des bons messages et un bon ciblage. Mais Ouais, non, a exactement. priori, pour moi, ça n'aurait pas d'impact. Mais c'est comme tout, hein, tu connais pas l'envers du décor des algos, ni de Google, ni de Facebook, ni de LinkedIn. Après, c'est des suppositions, on fait tous des hypothèses. Puis après, tu vois bien que tu as une hypothèse qui va partir, qui va devenir finalement un buzz, et qui va te dire, bah bien, il n'y a plus les 100 invitations par jour ou il y a 100 invitations par semaine. Tu vois. C'est pareil C'est aussi. ça. Mais ça, là, tu mets le doigt sur un truc super pertinent. C'est le rasoir d'Occam. C'est toujours aller au plus simple, privilégier l'hypothèse fonctionnelle la plus simple. Faites des choses simples. Voilà, ne vous enterrez pas sous de la complexité, à la fois marketing et technique. Privilégiez justement la simplicité et vous verrez que c'est systématiquement déjà le plus scalable et c'est quasiment systématiquement le plus pertinent aussi d'un point de vue performance. Ok, alors apparemment, Kevin aurait trouvé la technique pour envoyer des notes en auto. Eh ben écoute, Kevin, on attend ça avec impatience. D'ailleurs, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu disais qu'il n'avait pas parlé. En fait, il a une chaîne YouTube et sur sa chaîne YouTube, il y a le tuto justement avec les Google Contacts dont on parlait au tout début et Link Helper. Donc sur la chaîne YouTube de Kevin Dufresne, vous verrez, il y a le tuto tout expliqué en pas à pas. Bah écoute, on mettra la vidéo dans les ressources additionnelles par mail. Je te propose qu'on prenne encore une ou deux questions et qu'on se quitte là-dessus. Alors, bah je te laisse choisir celle qui te. Alors, non, Drop Contact, je vais pas faire une démonstration. Le plus simple, c'est d'aller sur le site de Drop Contact, de créer son compte et vous avez droit à 100 lignes gratuites en test. Ça sera le plus simple, c'est tu drag and drop un fichier et ça va tout enrichir. Et puis après, on a le support qui est là pour vous répondre. Je voudrais pas du tout accaparer ce live sur Drop Contact, mais plutôt vraiment sur la problématique des invitations. Drop Contact, c'est une solution qui permet d'enrichir et enrichir en email. Mais le mieux, c'est d'aller tester directement, de se faire sa propre opinion dessus, sachant que le Drop Contact est aujourd'hui en intégration native dans la plupart des solutions dont on peut avoir parlé là dessus. Et on n'est pas les seuls sur le marché. Mais voilà. Léa Drop Contact, carrément, lui, il balance les emails. Mais oui, Léa répondra directement pour toutes les questions. Il n'a pas balancé le numéro de portable, ça va. Merci, Arthur. Le replay en live, oui, je pense qu'on va le renvoyer. Hein. Tu es d'accord avec moi, Benoît? On le renvoie dans l'email qu'on doit shooter. Donc ça, c'est parfait, vous pourrez le revoir dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut prendre? C'est le moment si vous avez 2-3 questions. Ouais. L'IA pour automatiser le copywriting. Oui, à part que je dirais que maintenant, vas-y. Je ne vois pas la question, en fait, je voulais l'afficher. C'est de qui? Kenji, c'est la 3 avant la fin. Là. Ah, ok, ouais. Ok. My bad. Ok. Les croix blanches dans un rond rouge depuis quelques jours. Alors, oui, il y avait une question. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est intéressant, à part que tout le monde se base sur la même IA et qu'il y a plein de solutions qui utilisent la même IA. J'ai pas pensé le sujet. Je pense que c'est encore... voilà, je pense qu'il y a déjà la problématique du SEO en amont qui est très forte. Et donc, il faut vraiment déjà être très, très bon sur les SEO et bien maîtriser ces balises H1, H2, ce qu'il faut mettre dedans, etc. avant de mettre de l'IA. Voilà, je suis pas encore complètement convaincu de ça, mais il y aura sûrement des choses à venir. Après, c'est les robots qui parlent aux robots, donc à voir. Il y avait une question aussi tout à l'heure, oui, quand j'ai montré mon profil, mon LinkedIn, il y avait des petits points en rouge et en vert. C'est parce qu'on utilise une application qui nous permet en fait d'extraire directement de LinkedIn pour le pousser dans notre CRM. Et donc, c'est pour nous indiquer que cette fiche est déjà dans notre CRM ou pas. Donc ça, c'est Link Helper, une extension qui permet de le faire. Et dans Bugsoup aussi, il y a des trucs qui sont très cool, qui permettent aussi de récupérer dans ton CRM. Alors, il travaille qu'avec PubDrive pour l'instant. Donc, Bugsoup te permet de scraper des profils, te permet d'envoyer des invitations, etc. Mais ça te permet aussi de récupérer directement dans ton CRM PubDrive ta conversation de tes messages sur LinkedIn avec la personne. Donc, dans mon CRM PubDrive, quand je suis une fiche d'une personne, j'ai directement la conversation qui est aussi stockée dessus et qui est plus pratique que la messagerie de LinkedIn. Et d'ailleurs, tu as aussi Prospecting qui ont une solution qui permet aussi d'avoir la messagerie comme ça, de la récupérer. C'est Piwa, c'est ça, non? Comment ça s'appelle? Ouais.
Ouais. Ah, c'est ça, c'est Piwai qui permet de le faire. Un CRM particulier. Alors celle-là, on l'a toujours. Hein, c'est un marronnier, celle-ci. Non, Exactement. il n'y a pas de, voilà, il y a pas de CRM en particulier à conseiller. Ça dépend si c'est du B2B, du B2C. Ça dépend si tu as des équipes marketing en interne pour faire du contenu. Donc là, oui, HubSpot est vraiment très bien adapté pour ça. Si c'est du B2B SaaS, c'est très bien de prendre un Pipedrive. Si tu es une grosse boîte avec plein de gens dans tous les sens, tu vas aller plutôt sur un Salesforce. Mais après, il y a aussi beaucoup de réflexions à pas fonctionner forcément sur la marque, mais fonctionner sur ce qui va être vraiment utilisé. C'est ce qui va être utilisé dans ton entreprise. Il y a beaucoup de gens qui vont, au début de leur entreprise, aller chercher un Salesforce qui va être surdimensionné au niveau des capacités, de la mise en place, de l'adaptation, etc. Et donc, tu vas perdre du temps à faire ça, plutôt qu'utiliser quelque chose qui est plus effectivement un Pipedrive, qui va te permettre d'être très rapidement et d'avoir une adhésion où tes commerciaux vont rentrer très vite dedans, dessus. Donc, ça, et moi, je trouve que HubSpot est très bien adapté, mais dès que tu commences à avoir des gens qui font du contenu, et d'avoir, voilà, dès que tu fais beaucoup d'inbound et que tu vas avoir vraiment de la matière, que c'est ta stratégie, c'est effectivement, HubSpot est très bien. Après, toute la démarche aujourd'hui de dire que tu peux faire ton CRM sur Notion, sur Airtable, etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Moi, perso, je suis pas très fan. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait perdre beaucoup de temps pour réinventer des choses qui existent déjà et qui sont déjà très bien. Et même si ça correspond pas à 100% à ce dont tu aurais besoin, tu vas passer beaucoup moins de temps là-dessus qu'être focus sur ton business à toi, sur ton ciblage, sur tes messages, et puis surtout faire grossir ton chiffre d'affaires plutôt que faire un exercice intellectuel peut-être plaisant, mais dessus. Il y a tellement de choix en fait. C'est clair. Celle-ci, plus œuvre contact prospective. T'as nos CRM qui est très très bien aussi pour les petites team sales qui veulent pas se prendre la tête, etc. Nos CRM très très bien. Pipedrive ensuite quand tu commences à prendre un peu de l'ampleur. Et après Salesforce ou HubSpot en fonction de ta stratégie à la fois marketing et commercial. Mais voilà, effectivement, il vaut mieux se retrouver à l'étroit dans un outil et faire une migration vers un outil un peu plus abouti que direct prendre une machine de guerre overkill, c'est pas fou. Un SSI positif, ça commence à être à partir de 70 sur 100. C'est un petit peu, voilà, on considère qu'à partir de là, tu commences à être bien vu par l'algo et que c'est cool. Voilà. Est-ce que les outils de publication de contenu sont vus comme de l'automatisation? Alors moi, je ne saurais pas te dire tout simplement parce que je n'automatise pas, en tout cas de mon côté, et je recommande pas l'automatisation de la publication sur LinkedIn pour la simple et bonne raison que tu as tout un protocole d'engagement à respecter pour maximiser la portée. C'est-à-dire que moi, ce que je te conseille, c'est quand tu publies un truc sur LinkedIn, de te donner une demi-heure minimum suite à la publication pour le relayer à ton équipe, faire en sorte que les harceler pour qu'ils aillent liker, commenter ton post, le relayer dans des groupes dans des groupes d'engagement, faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui viennent s'engager proactivement sur ton post et surtout répondre à tous les commentaires. Et ça demande du travail, ça s'automatise pas, mais c'est vraiment nécessaire et c'est un vrai impact sur ta portée. Donc vraisemblablement, je te déconseille d'utiliser des outils d'automatisation. Après, bah voilà, c'est spécifique à LinkedIn parce que si tu veux aller sur Twitter, tu as iFury qui fait ça très très bien. Je crois qu'il le fait aussi pour LinkedIn, ou en tout cas, tu peux automatiser sur LinkedIn. Je crois pas que ça, d'un point de vue algorithmique, ça te sanctionne, mais c'est pas souhaitable d'un point de vue performance. Ouais. Je vais répondre à Pascal Bigorne qui demande est-ce que le blocage de LinkedIn est définitif sur le compte? Alors déjà, c'est pas un blocage, hein, les invitations. En gros, ça va te déconnecter, ça va te faire mettre une petite grenouille dans le bon sens en général. C'est-à-dire que juste tu te reconnectes et c'est bon. Donc c'est pas un blocage et c'est plutôt effectivement à la semaine a priori si tu as dépassé. Donc il faut pas s'affoler. C'est pour l'instant, en tout cas tel que c'est fait, ça va pas du tout endommager ton compte LinkedIn. En tout cas, on n'a pas de retour là-dessus. Par contre, des blocages LinkedIn, tu vas en avoir quand tu scrapes. C'est-à-dire que si tu utilises des outils scrapping et que tu fais du gros volume, là, à ce moment-là, tu vas avoir effectivement, et si tu dépasses un certain seuil, tu vas avoir une mise en pause de ton compte LinkedIn. Et donc, si tu as une mise en pause de ton compte LinkedIn, donc ça, c'est uniquement dans le côté de scrapping. Hein. Scrapping, c'est de récupérer les données via des bots. À ce moment-là, ton compte, il va être mis en pause. Tu pourras plus du tout te connecter à LinkedIn. Donc, tu vas être obligé, en fait, de montrer patte blanche. En gros, tu vas t'excuser en disant oui, j'ai été un mauvais garçon, désolé. C'est pas moi, c'est le stagiaire, hein, les trucs un peu habituels que les gens utilisent. Et du coup, ils vont réactiver ton compte.
Donc, tu peux avoir ça une fois, deux fois. La troisième fois, par contre, ils vont être plus méchants parce que là, ils vont te dire, bah, monsieur, maintenant, ça suffit. Si vous continuez, on va être obligé de détruire votre compte LinkedIn. Donc là, effectivement, en général, quand tu as ce message-là, tu es à peu près certain que bah, tu vas remettre patte blanche, mais que tu vas désinstaller tout ce qui est scrapping sur ton compte parce que ton compte LinkedIn, quelque part, c'est ton, je vais pas dire que c'est ton existence, mais c'est une sorte d'avatar de ton profil LinkedIn dans lequel tu as ton réseau, tu as ton contenu, etc. Et si à un moment donné, on détruit ton compte LinkedIn, ce qui arrive d'ailleurs pour la plupart des CEO, des boîtes qui font des outils de scrapping ou des pods, bah après, tu es un petit peu embêté dessus dans ta stratégie, tu prends un petit peu de retard. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester sous la barre dessus. Et puis, hop, il t'en reste une que tu veux traiter ou on est bon? Après, ça me un très peu. Dans le rouge que tu décris. Ce que j'ai expérimenté, c'est oui, mais justement, par rapport à ce que tu évoques, Pascal, moi, ma reco, c'est vraiment de contacter les gens de prospecting et probablement de faire la bascule sur Wallaxy, qui, à mon avis, est bien plus, aujourd'hui, bien plus performant. Bon, Guillaume Bouvèche, tout le monde en parle, donc à un moment donné, c'est bon, on en a parlé, j'ai parlé de Lemlist. C'est un très bon pote et d'ailleurs, tu vois, c'était un petit clin d'œil parce que son profil a sauté, donc maintenant il s'appelle G sur LinkedIn. Et justement, c'est un bon exemple parce qu'il avait fait toute une stratégie sur LinkedIn. Quand il s'est fait shooter de LinkedIn, bah, c'est un peu compliqué, donc ils ont refait un profil, etc. Mais ça lui a fait prendre, alors, ça lui a fait prendre du retard, oui et non, parce qu'ils vont tellement vite. Par contre, si ça n'avait pas shooté, je pense qu'ils auraient été carrément encore plus haut que ça. Et voilà, c'est Lemlist, c'est une super solution de cold email. J'ai créé 2 faux comptes pour scraper LinkedIn et TC c'est un peu chronophage. Bah oui, voilà, là on passe dans les choses, on commence à créer des faux comptes. Moi perso, je suis pas du tout sur cette démarche-là. Moi, je suis plutôt sur entre guillemets la sincérité, le lien avec les gens. Et des fois, je me fais un peu, pas tellement d'ailleurs, shooter par des gens sur des messages, mais c'est pas personnel, donc j'ai pas de souci. Mais je préfère vraiment être dans la relation avec les gens, échanger, etc. Je ne suis pas d'accord sur la simple déco. On a un vrai message de blocage. Alors là, sur l'exemple de la simple déco et message de blocage, je ne sais pas ce que tu as utilisé, Tristan. Dessus, je l'ai pas encore vu celui-ci. Mais je ne sais pas si tu l'as fait en scrapping ou si en invitation. Vas-y, Benoît, pardon. Je voulais reboucler juste sur ce que tu disais juste avant sur les faux profils, etc. Et en fait, les faux profils, ça peut être intéressant. Et j'ai vu passer, on n'a pas parlé dans le live parce que pour nous, c'est une non-solution. C'est le fait de tout simplement se mettre à faire des faux profils pour bourriner encore plus qu'avant et juste morceler sur différents comptes. En fait, un faux profil, le gros problème, c'est que tu ne capitalises pas sur justement ton capital symbolique. Et en fait, c'est ce capital symbolique et c'est cet effet cumulé des relations que tu vas créer avec ta propre personne et de toute cette réputation, toute cette légitimité que tu vas cristalliser autour de toi qui va à terme en fait porter ses fruits. C'est exactement ce qui se passe avec nos profils respectifs, hein, Denis et moi. En fait, à force de publier du contenu, à force d'engager avec des gens, à force d'apporter de la valeur, on se bâtit une marque. Ce que tu ne pourras jamais faire avec un faux profil et donc en fait tout le travail que toute l'énergie que tu vas fournir au sein de ce profil-là, c'est autant de travail que tu ne fournis pas à travailler sur ta marque personnelle qui, elle, pour le coup, t'apportera un effet cumulé et énormissime sur la durée si tu fais des choses intelligemment. Donc ouais, je te déconseille les faux profils. C'est facile à faire et moi j'adore en faire, hein, mais c'est une non-solution à mon sens. En plus, moi je rajoutais quelque chose. Si tu es dans une relation commerciale et le début de ta relation commerciale, c'est de faker ton profil dessus, je trouve que c'est pas forcément hyper sain. C'est-à-dire que là, tu penses plus en outil de prospection et en volume plutôt qu'à construire une relation. On voit bien dans le commercial, il est rare quand même que lorsque tu prospectes un client, il dit ah oui, ça tombe bien, vous tombez juste maintenant, je vous achète votre produit parce que c'est mon besoin de maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rare d'arriver pile poil en termes de momentum sur le bon moment d'un achat. Donc, le bon moment d'achat, pardon. Donc, ce que tu crées, en fait, c'est ta relation commerciale. Tu vois, un truc qui est intéressant, c'est quand tu as un client ou un prospect avec qui tu as créé une vraie relation, une confiance et que ça s'est établi, même si la personne change d'entreprise, en fait, on a tous intérêt à dire, ah bah tiens, je le rappelle parce qu'il est dans telle boîte, donc c'est une clé d'ouverture, etc., parce que tu crées une relation. Donc, créer une relation sur un truc qui est faux, on va dire que je vais caricaturer un peu, mais c'est un peu comme quand tu fais un faux profil Tinder où la photo correspond pas tout à fait à ton profil quand tu arrives en rendez-vous, tu vois.
Donc voilà, moi je trouve que c'est pas la base d'une bonne relation saine. Quelqu'un me posait une question sur la growth machine. Bah la growth machine c'est un super produit, hein, franchement. Enfin, là on a parlé que honnêtement sur l'intégralité des produits dont on a parlé là, ils sont tous super top. Il faut juste que ça corresponde à ton besoin. Et surtout, moi j'ai plutôt un point de dire que à partir du moment donné où tu as décidé, parce que tu as un peu évalué les différents produits, que c'est le produit que tu voulais utiliser, bah il faut vraiment le poncer à fond, il faut vraiment le maîtriser. Et très souvent, moi, je vois, enfin très souvent, souvent, je vois des gens qui vont dire, ah, il y a un nouveau produit, je le prends. Ah bah tiens, il y a un nouveau produit, je le prends. Et donc, ils changent tout le temps de produit, mais qui savent pas les utiliser, qui savent pas passer du temps à comprendre et à voir comment on peut l'utiliser pour son besoin. Et ça, c'est hyper important. Sur le SSI, je suis pas complètement, moi, je suis toujours pas convaincu, Benoît, mais peu importe. Moi, j'ai pas un bon SSI. Hein. Attends, je suis combien? Je suis plus de 70, mais j'ai pas un bon. Je suis à 74, tu vois, donc pas un Ouais, très c'est bon très bien. SSI. Ah si, si, bah, Ouais, au-dessus. Il y a une corrélation évidente en fait. Il y a une corrélation, ouais. c'est Bon, la corrélation, c'est que j'ai un petit peu plus que 25 ans, donc forcément, j'ai un réseau un peu plus gros et ça fait un peu plus de temps que je publie, mais je suis pas. Voilà, perso, j'ai pas encore été convaincu par ça, mais probablement, je ne sais pas. Je suis pas un fanat du SSI non plus, tu vois, mais en tout cas, ouais, il y a effectivement une corrélation et on a vu sur un profil qui a un SSI à 25 que ouais, Ouais. effectivement, c'est très très compliqué d'avoir un reach intéressant. Je pense que c'est toujours dans les extrêmes, en fait. Ce qui est intéressant, c'est pas 70, 60, 72, c'est vraiment les extrêmes. Si tu as un truc à 25 versus Ouais, 70, oui, je pense que ça joue. c'est ça. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question, si quelqu'un veut me poser une dernière question. On en parle, je suis à 46. Ouais, 69. Hein, donc à 70, je suis en PLS. Bah non, On c'est n'a très pas bien. de dernière 70, question. moi, Bon, ouais. écoute, ouais. 70, c'est bien, ouais. T'as à combien, toi, Benoît? Dis-nous. Je crois que je suis à 73, un truc comme Quoi? ça. Mais moi, ça bouge pas. Ouais, 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 Ah. Bah, c'est par rapport à l'âge, je pense. Tu vois, moi, je dois prendre un c'est point de possible. bonus par rapport à l'âge. Social Seniority Index. Ouais. Comment faire progresser les items du SSI justement? Bah en fait là Benoît, très joli prénom. Tu as tout. LinkedIn te forme très bien à ça. Et donc si tu vas sur je vais te montrer très rapidement et je pense qu'on va finir là-dessus. Mais si tu vas sur Sales Navigator, tu peux y accéder par LinkedIn aussi, mais Sales Navigator tu donnes accès très facilement. Tu vas dans ton menu ici, tu cliques sur Social Selling Index et ça va te donner. Ah, bah tu vois, il a Ah. augmenté. Il a augmenté, donc 76. Donc là, tu vois comment c'est ici à 76. Et en fait, il y a 4 facteurs. C'est est-ce que tu as une marque personnelle? Est-ce que tu te connectes avec les bonnes personnes? Est-ce que tu apportes de la valeur? Et est-ce que tu établis des relations? Donc, est-ce que tu échanges avec les gens? Et donc, en fait, ça va quantifier les 4 points d'activité principaux sur LinkedIn. C'est est-ce que tu publies du contenu? Est-ce que tu te connectes avec est-ce que tu élargis ton réseau? Est-ce que tu leur envoies du contenu? Enfin, est-ce que tu échanges avec eux dans la messagerie? Et est-ce que tu engages sur le contenu des autres? En gros, c'est ça. Et derrière, hop, si tu cliques là-dessus, il va te donner des indications. Et tu as une école, je sais plus exactement où elle est, mais tu as une sorte d'école en ligne en mode e-learning qui te donne des pistes pour optimiser tout ça. Donc voilà. En tout cas, c'était vraiment super. C'était vraiment super. Là, visiblement, ça vous a bien plu aussi. C'est du très grand niveau. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci pour vos informations. Merci. Très très bien, très très cool. Ravi que ça vous ait plu. On a un tout petit peu dépassé, mais c'est pour la bonne cause. En tout cas, n'hésitez surtout pas à nous faire signe si vous avez des questions. Guettez vos boîtes mail. Denis, avec Denis, on vous envoie le mail là incessamment sous peu. Voilà. On laisse passer le week-end quand même. On laisse passer. On Il y a laisse peut-être le passer temps de- quelques. Voilà, Ouais. ça arrive quand ça arrive, mais en tout cas, on va vous contacter avec toutes les infos, le live, les slides et les ressources additionnelles. En tout cas, voilà, le fin mot de l'histoire, c'est faites les choses intelligemment, arrêtez de bourriner et réduisez les volumes et augmentez la qualité. C'est vraiment ça qui va payer. Ouais. Et Il y a donc, on vous envoie, effectivement, il y aura bien un replay parce que plusieurs personnes posent la question. Je pense Ouais. qu'il y a des gens qui sont venus qui sont arrivés au milieu. Donc, oui, il y a bien un replay qui va être envoyé dans l'email avec les différentes ressources, les articles et les outils. Et juste pour info, je crois que on a fait une petite pointe, il y a une petite pointe de 625 personnes à un moment donné sur le webinaire, sur le Pas live. mal.
Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le sujet intéresse du monde. Il intéresse du monde. Organisé à l'arrache en plus parce qu'on n'a pas eu le temps Ouais. donc très très bien. Ouais, bah, on a fait ça vite forcément. L'idée c'était pas d'être exhaustif, c'était d'être le plus actionnable possible. Donc on espère avoir rempli notre mission. On termine là-dessus. Est-ce que Denis, t'as un mot de la fin? Pas vraiment. Merci à marche. tout le monde. Et si peut-être toujours le mot hyper ciblage, hyper personnalisation des messages et prendre du temps sur l'écriture de ces messages, tester, se planter et recommencer. Voilà. Donc c'est vraiment cette résilience qu'il faut avoir sur ça dessus. Ouais. N'ayez pas peur de l'échec. Et vous pouvez aller tester Drop Contact directement en vous inscrivant pour faire un test gratuit. En plus, t'as vu, je fais un peu de pub quand même. Ouais. Eh ben écoutez, très bonne fin de semaine et on se dit à très vite. Salut.